Là comme c'est devenu hard, surtout depuis Chandor. On a promis un champ, on aura le château de Chambord. Wow, wow, wow. Chandor? Je crois que c'est Chandor. Junto dei sei vargo on nestigo veres She's slavara hunjas La paeli fa il zis Tu terra nella yen A noi vei tuda Et dikcina denit vono Ricaris ni jova Da semicaren Zaccia e tueccia Da semicaren Farnetjar Da taccurates Della vicciovoro Dina nina viase Oppa ci de frandai Oh salut tout le monde. Bonjour, bonjour. Bienvenue tout le monde. Ganon Twitch, bienvenue, salut. Oui, aujourd'hui c'est la Corée du Nord. Tac, j'espère que la musique d'intro vous a plu. Oui, Enrico Guadagni, bien évidemment. Merci à lui. Merci à Enrico Guadagni. Grâce à lui, on a ce magnifique générique, cette magnifique musique qu'il a chanté lui-même en ad, qu'il a fait tout seul et tout. Incroyable d'ailleurs. Et merci à lui. Aujourd'hui, effectivement, on est sur la Corée du Nord. On va react à deux vidéos, la Corée du Nord 2. Une où c'est une personne qui infiltre la Corée du Nord via Discord, sur Discord. Et l'autre, c'est une personne qui est directement sur place. Donc on va d'abord regarder celle sur Discord, ensuite l'autre où la personne est directement sur place. Tac. Voilà. Parfait. Alors là, du coup, c'est la première vidéo. Du coup, j'ai infiltré la Corée du Nord sur Discord de Palmito. C'est une vidéo de 25 minutes. Et j'ai hâte de réagir à ça avec vous. J'ai un nouveau micro, donc normalement, vous m'entendez un peu mieux. D'ailleurs, on le voit un petit peu sur la cam. Normalement, vous allez bien l'entendre. Ça fait des jolies couleurs. Oui, c'est vrai que du coup, vous voyez un petit peu la couleur. Ça change de couleur, c'est vrai. C'est très sympa, ça va bien avec le fond d'ailleurs. Après, on a du orange un petit peu plus loin là-bas. On le voit pas du tout, là, l'impression. 2023, la police débarque chez Christina, une J'ai l'impression que c'est fort. Dites-moi de votre côté si c'est fort ou pas. Américaine soupçonnée de blanchiment d'argent. Officiellement caissière, elle reçoit pourtant régulièrement des très gros virements qu'elle transfère ensuite à l'étranger. Bref, bizarre. Mais alors que les flics pensaient juste que Christina servait d'intermédiaire pour blanchir l'argent d'un gang, en entrant chez elle, ils tombent sur une scène hallucinante. 90 ordinateurs allumés qui font tourner des programmes bizarres. Au début, ils se disent que ça confirme leur hypothèse. Sauf qu'en vrai, ils... Je tiens à préciser quand même, c'est fort à me dire mes oreilles. Est-ce que là c'est encore fort ou pas? Sinon je peux encore baisser le son, il n'y a pas de souci. Tac. Je tiens à préciser que ce reportage là, je l'ai pas vu. Les deux reportages, je ne les ai pas vus. Donc je ne sais pas, enfin je sais de quoi il parle puisqu'il y a le titre bien évidemment. Mais sinon je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Viennent de mettre la main sur le cœur de la stratégie d'un des plus dangereux groupes cybercriminels au monde et qui a poussé Christina à détourner plus de 17 millions de dollars pour financer les armes nucléaires de Corée du Nord. Et aujourd'hui, j'ai essayé de faire pareil. Pourquoi? Tout a commencé quand un abonné m'a montré... Ok, c'est toujours trop fort apparemment le son. Il est ultra connu ce groupe là, Lazarus. Je sais pas comment on dit, c'est Lazarus peut-être. Il est ultra connu. Voilà. Tac, dites-moi ce que vous en pensez là. de Corée
Corée du Nord. Et aujourd'hui, j'ai essayé de faire pareil. Pourquoi ? Tout a commencé quand un abonné m'a montré ça. Un document du FBI qui explique que chaque année, des milliers de faux travailleurs nord-coréens cherchent à s'infiltrer dans des entreprises en Europe et aux États-Unis. Parfois pour y travailler sous une identité volée, parfois pour accéder à des postes à haute responsabilité pour pouvoir les pirater, le tout finançant les armes de destruction massive de Kim Jong-un. Et à partir de là, j'ai voulu faire qu'une chose, trouver l'un de ces travailleurs pour comprendre leur méthode, pourquoi ils font ça et comment, possiblement, ça pourrait s'arrêter. Voilà. Très vite, je me suis rendu compte d'un truc choquant, c'est que ça a pas l'air compliqué. là, parce qu'en normalement, fait, ces faux travailleurs proposent tous le même normalement, type de là, le compétences, son est bon. l'informatique. Parfait. Techniquement, il faudrait juste que je cherche des informaticiens sur des applis de recrutement jusqu'à trouver un profil suspect. Ça peut paraître bizarre puisque la majorité du pays est peu développée technologiquement. Pas tout le monde a un téléphone portable et il n'y a que l'élite de l'élite qui possède un ordinateur. Mais en fait, c'est plutôt logique. S'ils en sont arrivés à utiliser Internet pour ramener de l'argent au pays, c'est à cause de la guerre, ou du moins l'après. À la fin de la guerre de Corée en 1953, le pays est dans un état catastrophique. Et pour se reconstruire, à part de quelques vieux alliés, il reçoit très peu d'aide. Après la chute de l'URSS, son allié principal, alors là c'est encore pire puisqu'il n'y a quasi plus aucun allié avec qui faire du commerce pour s'enrichir ensemble. Donc le pays devient de plus en plus pauvre, la famine s'installe et en 2017, coup de grâce, l'ONU interdit à tous les citoyens nord-coréens de travailler à l'étranger pour éviter de financer indirectement le programme nucléaire de Kim Jong-un. Sauf qu'avec l'arrivée d'internet, d'après des personnes qui ont fui le pays, le gouvernement il a une idée. Puisqu'ils peuvent plus ramener de l'argent de l'étranger légalement, autant trouver un autre moyen de le faire. Et pour ça, Du coup, c'est là où ils vont s'installer du coup illégalement via ce genre de hack et tout. C'est vrai que oui, Célestin me rappelle qu'ils se sont isolés avec l'idéologie du juché. Et mais ça, je pense qu'il va en parler. Le plan parfait. Il commence par construire des universités d'informatique un peu partout. Très vite, des milliers de jeunes nord-coréens s'y inscrivent. Comme ça, d'un côté, ça permet de moderniser petit à petit le pays pour avoir des infrastructures plus récentes et par exemple créer leur propre modèle de téléphone pour distribuer aux habitants. Mais d'un autre côté, ça leur permet aussi de repérer les élèves les plus doués, les meilleurs de la nation. Et ces élèves talentueux, quand ils sont repérés, on leur propose une opportunité. Une formation intensive dans un domaine bien particulier, la cybersécurité. Et à partir de là, la machine est lancée. Très vite, les talents sont rassemblés dans un bureau qu'ils appelleraient le bureau de liaison 414, que vous connaissez peut-être sous le nom tristement célèbre de Lazarus. The Lazarus Group. Voilà. Lazarus Group. Bon, en gros, Lazarus, c'est le nom principal donné aux hackers de Corée du Nord. Il y en a plein d'autres, mais l'important, c'est pas leur nom, c'est ce qu'ils font. Puisque depuis quelques années maintenant, ils ont une nouvelle technique quasi impossible à détecter. Se faire passer pour des ingénieurs, des développeurs, bref, tous les métiers qui touchent à l'informatique pour être embauchés dans des entreprises de la tech à l'étranger. Ça peut être n'importe quoi, casino, site de rencontres, crypto, ou juste s'occuper du site d'une entreprise random. Bref, tout ce qu'il y a de dispo, du moment que c'est possible d'être pris en télétravail. Parce que depuis le Covid, le télétravail s'est énormément développé. C'est même plus rare du tout en fait. Pour postuler dans ces entreprises, ça se passe généralement sur des plateformes comme LinkedIn, Upwork, etc. Sauf que pour trouver ces fameux travailleurs nord-coréens, on va pas chercher là. On va aller beaucoup moins loin, directement sur Discord. Mais avant ça, je vais boire un peu. Puisque les entreprises, elles sont pas bêtes. Si elles s'aperçoivent à un moment que l'adresse IP de la personne qui veut l'embaucher vient pas du pays d'où elle prétend habiter, ça va pas le faire. Donc il faut que par un moyen ou un autre, ils aient une preuve qu'ils habitent bien dans le pays où ils veulent travailler. Pour ça, la première solution à laquelle on pense, c'est une fausse carte d'identité. C'est facile à faire, surtout que là, il n'y a pas besoin de l'avoir en physique, donc en 2-3 clics, c'est fait. Mais c'est aussi ça le problème, c'est trop facile à faire. Donc si pendant l'entretien d'embauche, le recruteur pose des questions auxquelles le nord-coréen sait pas répondre, il faudra beaucoup plus qu'une pièce d'identité, il faudra une preuve de localisation, un ordinateur sur place. Et pour ça, pas le choix, faut des complices. Sauf que pour trouver des inconnus qui veulent bien nous laisser prendre le contrôle de leur PC, c'est pas simple. Surtout que si la police s'en rend compte, ils risquent très gros. Donc pour ça, les Nord-Coréens ont à peu près tous les mêmes méthodes. Ils se présentent comme des jeunes travailleurs venant de pays en développement, genre Inde, Philippines, Malaisie ou autres, qui cherchent quelqu'un pour leur prêter un compte LinkedIn ou Upwork, deux plateformes pour trouver du travail. Au départ, ils disent pas direct qu'ils ont besoin de prendre le contrôle de votre PC, sinon personne n'accepterait. Ils disent juste avoir besoin d'un compte localisé en Europe ou en Amérique du Nord pour trouver du travail là-bas et profiter des salaires plus hauts. En échange de quoi, ils promettent de vous donner un pourcentage tous les mois. Bref, on dirait un moyen de se faire de l'argent facile. Et c'est seulement une fois que le travailleur a gagné votre confiance qu'il commence à vous parler de la deuxième étape, prendre le contrôle de votre PC. Évidemment, la majorité des gens refusent. Si y a un gars que vous connaissez pas qui vous demande un accès à votre PC en échange d'argent, vous allez penser que c'est de l'arnaque et qu'il vous paiera jamais. Sauf que c'est pas de l'arnaque, c'est 1000 fois pire que ça. La preuve, quand ils ont demandé à Christina de travailler pour eux, ils l'ont toujours payé. Mais en faisant ça, ils se sont rendus indispensables. Quand ils la contactent en 2020, elle est vraiment au plus bas. Elle vient de perdre son travail, sa maison, elle souffre de forte anxiété et elle est obligée de vivre dans une caravane en plein confinement. Il y a aussi un passé. Pour ça que la personne. C'est un facteur du moins.
pour laquelle la personne est tombée plus facilement dans les mains de Lazarus. Donc forcément, quand elle reçoit un mail d'un homme lui proposant de devenir le visage américain d'une entreprise étrangère, elle accepte. Petit à petit, l'homme lui explique à quoi consiste son vrai travail, c'est-à-dire s'occuper de toutes les étapes pour faire recruter des informaticiens nord-coréens dans des entreprises américaines. Elle leur fournit des faux papiers avec des vraies identités volées, s'occupe des discussions avec les entreprises, des paiements et même des déclarations d'impôts. Généralement, les Nord-Coréens essaient de trouver différentes personnes pour chaque étape, pour pas que les complices se doutent de leurs vraies intentions. Mais Christina, elle s'occupe de tout. Grâce à ça, sa vie elle change. Elle s'achète une nouvelle maison, elle accumule de plus en plus d'ordinateurs auxquels elle donne accès à un nouveau Nord-Coréen à chaque fois, ce qui fait que quand elle est arrêtée en 2023, elle est condamnée à 8 ans de prison ferme et 170 000 $ d'amende. Elle avait alors déjà aidé les hackers à infiltrer plus de 300 entreprises américaines, dont certaines sensibles pour le pays. Ce qu'ont réussi les hackers, c'est pas juste la convaincre, mais c'est lui mettre dans la tête que sans eux, elle n'était rien. Et justement, en cherchant quelques minutes sur un des plus gros serveurs Discord de recrutement au monde, je suis déjà tombé sur pas mal de posts suspects. Location de compte Upwork, opportunité de se faire de l'argent facile pour citoyens américains, recherche de compte LinkedIn. Bref, en voyant ça, j'étais un peu choqué. Genre, je pensais pas trouver autant de suspects aussi vite. Mais ça, c'est parce qu'il faut faire attention à une chose. Ces personnes ne sont pas forcément des Nord-Coréens. Si vous répondez au post, vous inquiétez pas, vous allez pas forcément financer le gouvernement de Kim Jong-un. Mais dans tous les cas, c'est une belle idée de merde. Parce que si c'est pas la première possibilité, la deuxième possibilité la plus probable, c'est que ce soit tout simplement un scammer. En fait, une technique qu'utilisent certaines personnes, c'est de louer des comptes LinkedIn et Upwork vérifiés pour mettre les autres utilisateurs en confiance et d'aller arnaquer des gens avec votre identité. Et une fois que c'est fait, vous êtes bien dans la sauce. Parce que même si vous réussissez à prouver que c'était pas vous derrière les arnaques, et ben bonne chance pour expliquer au juge pourquoi vous avez donné votre identité à un inconnu. Et donc je vais devoir faire attention à tout ce que les gens que je vais contacter disent pour savoir leurs vraies intentions. Et sur ce, je vais leur envoyer les premiers messages. Parmi tous les profils que j'ai contactés, il y en a deux qui ont particulièrement attiré mon attention. Par précaution, j'ai flouté leur pseudo et on va appeler le premier Daniel. D'abord, je lui demande d'où il vient, il me dit les Philippines et je lui réponds que j'habite en Belgique, ce qui est pas vrai. Et ensuite, on a cette discussion. Pourquoi tu veux mon compte Upwork? Tu peux pas en créer un toi-même? Mon compte est bloqué, je sais pas pourquoi, donc je suis en train de chercher des gens qui peuvent m'aider. Si tu collabores avec moi, tu peux gagner de l'argent très facilement. T'es partant? Oui, j'ai besoin d'argent. T'as besoin de combien? Combien tu peux payer? 20% des revenus que je gagne avec ton compte. Ça te va? Oui. Pour une raison que j'ignore, il me demande mon âge, donc je lui dis que j'ai 20 ans, il me dit qu'il en a 25, et pour en savoir plus sur ses vraies intentions, je lui propose qu'on s'appelle dans les prochains jours. Je lui dis d'attendre parce qu'entre temps, j'ai trouvé un deuxième suspect beaucoup plus bizarre. Il dit s'appeler William, il a 29 ans et il vient de Singapour. Et autant Daniel, ok, il voulait louer mon compte Upwork, mais il m'a pas donné de raison, il a rien dit de vraiment suspect, donc c'est impossible de savoir ses vraies intentions, autant lui, déjà dans son poste, il reste plutôt mystérieux. Bonjour, je cherche un partenaire avec qui travailler sur le long terme. Avantage, revenus réguliers, aucune compétence requise, pas de perte de temps, aucun effort. Condition, habiter dans l'Union Européenne, Amérique, Japon, Émirats Arabes Unis, Australie. Bref, que des pays où les salaires sont hauts, donc pas étonnant. Avantage, 100 à 1000 $ par mois fixe, améliorer vos compétences et 10 à 20% des revenus pour vous. Bon, c'est bien beau tout ça, mais tu m'as toujours pas dit ce que je devais faire, William. Alors je lui pose directement la question en privé. Et il m'explique que, en gros, il est ingénieur spécialisé dans le développement web depuis 8 ans et qui voudrait utiliser mon compte Upwork pour trouver du travail en échange de 50 à 100 $ par mois et 10% de ses revenus. Déjà, ça a bien baissé en quelques jours, hein, les temps sont durs. Et puis je vois pas en quoi ça va améliorer mes compétences parce que du coup j'ai rien à faire, mais vas-y, on lui pardonne. Je lui pose ensuite la même question qu'à Daniel. Pourquoi il... En vrai, c'est beaucoup de trucs pour au final pas gagner grand chose. Donc, les personnes qui tombent dedans, en vrai, c'est chaud. peut pas créer son compte lui-même. Et sa réponse est vraiment très étrange. Il me dit qu'il pourrait créer plusieurs comptes asiatiques, mais qu'il peut pas utiliser un compte basé dans son pays, donc Singapour. Car tous les bons clients viennent d'Europe et d'Amérique, et que le revenu par heure en Asie est trop bas. Donc il veut trouver un job dans ces régions-là. Bon, déjà le premier truc qui m'a mis la puce à l'oreille, en vrai, bien formulé, hein, mais... c'est exactement le même que celui des documents du FBI. Ingénieur informatique, le domaine de compétences de la Corée du Nord. Et pour avoir plus d'indices, il me vient une idée. Je commence par lui demander, pour être sûr, s'il veut un compte européen, car les comptes de son pays sont trop mauvais. Il me répond, oui, en Asie, c'est trop mauvais. Est-ce que vous avez remarqué l'erreur? Bon, je lui laisse une dernière chance au cas où. Ah d'accord, travailler à Singapour ça rapporte pas beaucoup, donc tu veux travailler en Europe, c'est ça? Oui, exact. Sauf que le salaire moyen pour un ingénieur à Singapour c'est 5200 € par mois. C'est plus qu'en France, autant qu'en Belgique, et c'est plus que dans la majorité de l'Union Européenne. Et bon, je veux bien qu'il ait envie de sourire, bizarre, mais ouais. de là à dire qu'à Singapour ça paye mal, c'est soit qu'il s'en balèque complètement, soit qu'il y connaît rien. Mais en tout cas ça prouve une chose. Bah, c'est bizarre cette quoi, genre c'est personne censé être ton n'habite métier. pas. Mais tu connais même pas le prix de... Enfin, tu connais même pas le salaire de ton métier dans ton pays. Enfin, Bah, là c'est ma souris qui fonctionne plus.
à Singapour. Et il y a pas mal de chances que l'explication soit la deuxième. Il connaît rien de Singapour, puisque d'après pas mal de sources, le gouvernement nord-coréen limite au maximum les connaissances des citoyens sur le monde. Ouais, bah c'est ça le problème. C'est ça le problème, ce qui fait que du coup, il s'est biaisé tout seul le bougre, parce que bah il connaît pas ça, ce qui fait que voilà, ici. D'extérieur. Et même si c'est un peu moins fort pour eux, c'est aussi le cas pour les hackers. Ouais, Si ça la se trouve, souffle anglaise. William ne sait même pas où se trouve Singapour. Peut-être qu'il connaît que le nom. D'ailleurs, pareil, quand il a dit que Je les pense pas salaires qu'il en voit du Asie Oli, étaient les trop bas. Coréens, L'Asie, c'est l'endroit du monde Nord-Coréens. avec le plus de diversité. Il y a beaucoup d'endroits très pauvres, mais aussi d'endroits très riches. Alors ça prouve rien. Hein. Et vous pensez pas que quelqu'un qui venait vraiment d'un endroit pas très riche, genre l'Indonésie ou le Pakistan, dirait plutôt que les salaires de son pays sont bas plutôt que de généraliser à tout le continent? Surtout que même dans son annonce, Bah ouais. William, il cherche des Japonais. Et là, bon, ça fait déjà beaucoup de trucs bizarres. Mais juste avant que je lui propose un appel comme Daniel, il me dit ça. Est-ce que t'as un deuxième PC pour moi? Parce que je peux pas utiliser ton compte sur mon PC. Ah bah Ça ça y est, il y a quasi va. plus de doute. C'est exactement les mêmes méthodes qu'avait montré le FBI. Alors je lui dis oui et on se prévoit un appel. Évidemment, je vais pas lui donner accès à mon PC, hein, là on rentre carrément dans l'illégalité, mais j'en profitais pour essayer d'en savoir plus sur ses méthodes. So, you saw my poster on Fiverr channel, right? Yeah, on the Discord server. So let me explain. Let me introduce myself first, okay? One thing more. Okay. Do you have a secondary PC? Right now, I don't, but yeah, I can have one. Why? Work platforms has a strong policy, so they do not allow to log in another device or another location. Oh, are you like from a family that immigrated to Singapore? Because this is not a very Asian name, so I'm just curious. Yeah, I was born in England. But Ah, je trouve qu'il a pas l'accent my en anglais. father was Mais bon. Did you go to Malaysia before? not. Because Malaysia is very far from Singapore. Yeah, I know. All work must be done on your secondary PC, as I said before. Yes, I will do it. Have a nice day. Goodbye. Yeah, bye bye. Et à partir de là, tout montrerait que c'est un Nord-Coréen. Même si je peux pas le prouver à Bizarre. 100%, je peux pas connaître sa localisation ni rien. Enfin si, il y a bien un moyen de le savoir, mais par précaution et par respect, je vais pas le faire. Mais ce youtubeur anglais l'a fait. Dans une de ses vidéos, Ouais, mais il a clairement, réalisé clairement. la même expérience que moi. Il est allé Le pauvre, on dirait qu'il a un pistolet sous la tempe, ça me fait de la peine. En vrai, ouais, parce que tu sais pas ce qui se passe derrière et tout, tu vois. Ça se trouve, il était dans une salle fermée où des personnes l'ont obligé à bien répondre, tout ça. C'est vrai que voilà. Mais ouais. sur le même serveur Discord, discuter avec des gens qui disaient la même chose que Daniel et William, et pour tester, pendant un appel avec l'un d'entre eux, il a affiché une insulte à Kim Jong-un en coréen. Et même si le mec en face disait être japonais, à la seconde où il a vu l'insulte, il a quitté l'appel et a bloqué le youtubeur alors que ça faisait des jours qu'ils se parlaient. Et le pire, c'est qu'en ouais. envoyant le même message à deux autres suspects, ils ont eu immédiatement le même réflexe. Sur les 3 personnes qu'il avait contactées pour l'expérience, 100% l'ont bloqué dès qu'ils ont vu un manque de respect à Kim Jong-un. Parce que oui, même si ça fait pas beaucoup de bruit, ce genre de travailleurs sont très nombreux. Ça varie selon les sources, mais ça se compte en milliers et ils sont partout. Wow. Et donc je me suis demandé une chose, combien ça rapporte? C'est simple, 250 à 600 millions de dollars par an. C'est beaucoup, mais à l'échelle d'un pays, c'est pas... Ça fait penser à au Myanmar, oui, sur le Myanmar, et d'autres pays en Asie. Il y a aussi, ça ressemble beaucoup à ça, mais je sais pas si on peut catégoriser ça de plus glauque. Comment expliquer ça? En gros, il y a beaucoup de personnes, des jeunes travailleurs qui postulent à l'international pour leurs compétences, tout ça, et qui cherchent à travailler à l'étranger, justement. Et ils partent justement dans des pays comme la Thaïlande où ils reçoivent des offres d'emploi, tout ça. Et au final, à la frontière thaïlandaise, les personnes qui les reçoivent, tout ça, ils les embarquent en fait un peu plus loin dans notre pays. Enfin, je sais plus exactement, je m'exprime très mal, c'est horrible. Mais ils se font emmener au Myanmar, voilà, c'est ça. Merci Sestina de m'aider à côté. Mais c'est ça, exactement. Et du coup, bah, au final, ils font pareil, ils sont forcés à scam des gens et tout, c'est horrible. Et pendant des années, voire même en fait tout le reste de leur vie, parce qu'ils sont obligés d'avoir un quota et tout. Et il y a beaucoup de maltraitance, de beaucoup de choses en fait, c'est horrible.
Tant que ça. Pour comparer, rien que le budget de l'armée en France, c'est 50 milliards. Et oui, vu que la Corée du Nord a moins d'argent et que là-bas c'est que 1,5 milliard, forcément 600 millions en plus, ça va avoir de l'impact. Mais en fait, même pour la Corée du Nord, 600 millions, c'est pas tant que ça. Et c'est là qu'on entre dans la partie la plus intéressante. Puisque je vous rappelle que derrière tout ça, il y a Lazarus. Et si vous pensiez que Lazarus c'était juste une armée d'informaticiens qui se contentent de travailler tranquillement avec des fausses identités, vous êtes à des années-lumière de la vérité. What they would do is get their email addresses. He's the man the FBI accuses of being a member of the Lazarus Group. Die Lazarus-Gruppe. Parce que tout ça, c'était juste un plan B. C'est juste histoire d'avoir un revenu stable et discret au cas où. Parce que la vraie spécialité de Lazarus, c'est pas les emplois stables, c'est les braquages. Ah oui, Pour oui, faire simple, pardon, j'ai pas Lazarus, vu, c'est... le message, le mec qui réagit pas. Tu feras un react sur ça. En vrai, ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant le foot, de faire un react, de trouver des reportages et tout. À voir, si on trouve des bons reportages et tout, ça peut être sympa de faire un react sur ça, justement, les histoires des personnes qui se font emmener en Myanmar et tout. Depuis la Thaïlande, je pense, il y a aussi d'autres pays qui doivent le faire, mais c'est vraiment horrible. C'est une genre de prison, limite, c'est un petit village. En général, c'est des petits villages vraiment super gardés, tel une prison. C'est abusé. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de faire un reportage là-dessus aussi. Enfin, un reportage, plutôt une react. 6 milliards de dollars volés depuis 2018, c'est 15 gouvernements de pays infiltrés et des dizaines d'entreprises dépouillées aux quatre coins du monde. Et le pire, c'est qu'ils arrêtent pas de s'améliorer, ils apprennent de leurs erreurs et si ça continue comme ça, ils vont devenir presque inarrêtables. Au départ, ils ont commencé tranquillement. En 2009, ils se lancent avec une vague d'attaques DDoS contre des sites gouvernementaux et des médias en Corée du Sud. Leurs méthodes sont super basiques et se contentent juste d'envoyer des malwares par email ou via des fichiers infectés. Des programmes cachés qui vont surcharger les serveurs des sites pour les faire tomber en panne et qui vont laisser ce message sur les ordinateurs infectés. Ils ont sûrement gagné aucun argent avec ça, c'était juste histoire de montrer leurs compétences. Mais au début, personne les prenait au sérieux. Sauf que quelques années plus tard, Lazarus monte d'un cran. Puisque cette année, il y a ce trailer qui sort. Ce film s'appelle The Interview. Et en gros, c'est une comédie où il y a deux animateurs télé qui sont invités par Kim Jong-un en Corée du Nord parce qu'il est fan de leur émission. Mais avant d'y aller, la CIA les contacte pour l'assassiner. Dès que le gouvernement nord-coréen voit ça, ils le prennent super mal. Ils disent que c'est comme une déclaration de guerre et les tensions avec Sony Pictures, les producteurs du film, montent. Ils les menacent de représailles s'ils le sortent, sauf que Sony prend pas ça au sérieux. Donc un jour, en arrivant au bureau, ses employés ont une petite surprise. Leurs ordinateurs ont été piratés et affichent ce message, gardien de la paix. Bon, au départ, ils se disent que c'est juste de l'intimidation et ça s'arrête là. Sauf que quelques heures plus tard, des milliers d'informations secrètes de Sony sont publiées sur internet. Des films pas encore sortis, des contrats d'acteurs et des mails entre les employés. Mais c'est même pas le pire. Si malgré tout le film sort en salle, les hackers menacent Sony d'attaques terroristes dans les cinémas. Donc dans la panique, Sony annule la sortie en salle et publie la VOD sur internet. À partir de là, les gens commencent à vraiment prendre ces hackers au sérieux. Et ils ont raison. Puisque si jusque-là, ils se contentaient d'opérations pour défendre l'honneur du régime, c'est fou quand même d'en arriver jusque-là, hein, parce que pour un film... Bon, le film se fout un peu de la gueule quand même du dictateur, hein, mais... voilà quoi. Non, il est temps de passer à Et la le film, deuxième sinon, étape. ouais, il est sympa, hein, le film. J'ai déjà vu, franchement. Il est rigolo. Des attaques financières. On est en 2016 au Bangladesh. Il est tard dans la nuit, la plupart des employés de la banque centrale dorment encore, mais quelque part, dans l'ombre, Lazarus semble être déjà à l'œuvre. Comme beaucoup d'autres dans le monde, la banque centrale du Bangladesh a un compte géant à la Federal Reserve Bank de New York, où sont stockées ses réserves de dollars. Cette banque est ultra sécurisée. C'est elle qui gère une énorme partie des transactions internationales, mais c'est justement la cible de Lazarus. Quelques mois avant, ils avaient envoyé un mail piégé à un employé de la banque du Bangladesh. Quand il l'a ouvert, un logiciel espion s'est glissé sur son ordinateur. Et depuis, les hackers observent comment tout fonctionne. Ils y vont doucement, ils enregistrent, ils écoutent, ils apprennent, pour qu'au moment de l'attaque, tout se passe parfaitement. Ils regardent les habitudes des employés, les comptes, les mots de passe et les logiciels utilisés pour envoyer des ordres bancaires. Puis vient la deuxième phase du plan. Depuis cette machine infectée, ils cherchent et finissent par trouver l'accès au système SWIFT, le réseau que les banques utilisent pour s'envoyer de l'argent à travers le monde. SWIFT est censé être ultra sûr. Mais si t'as les bonnes clés et que tu sais masquer tes traces, tu peux discuter avec la banque comme si t'étais un employé autorisé. Et le jour J, il frappe. Très tôt, avant que la plupart des employés n'arrivent, ils se connectent au système SWIFT de la banque du Bangladesh. Ils génèrent 35 ordres de virement frauduleux pour la banque fédérale de New York, qui demande de transférer 950 millions de dollars vers des comptes étrangers, principalement aux Philippines. Jusque-là, tout est parfait. Tout semble légitime, ils utilisent les bons codes, les formats attendus et les références. C'est ça en fait. Et du coup, ils ont des comptes en Philippines.
Correct. Ce qui fait que quand la banque de New York reçoit les instructions, elle commence à les exécuter. L'argent commence à passer, mais un petit détail provoque la suspicion. Lazarus a fait une erreur. Dans une des instructions, il y a une faute d'orthographe sur un nom d'association. Ce petit mot mal écrit déclenche une vérification manuelle. Les employés de la Fed commencent à regarder plus attentivement les opérations liées au compte du Bangladesh et ils découvrent des éléments incohérents. Immédiatement, ils bloquent les transferts, mais le mal est déjà fait. 81 millions de dollars sont déjà partis. Ils sont rapidement mélangés et blanchis via des casinos aux Philippines et un réseau de comptes de couverture. Cette opération a été un échec. Ils étaient sur le point de faire le casse du siècle et de voler presque $1 milliard. Mais à cause d'une petite erreur, ils ont fait 10 fois moins. Mais en fait, c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est qu'ils se sont améliorés et qu'ils ont réussi la partie la plus difficile sans aucun problème. Et donc à partir de là, quasi plus rien peut les arrêter. Ils s'intéressent de plus en plus à la crypto, puisque contrairement aux banques, il y a beaucoup moins de moyens de récupérer l'argent pour les victimes. Et en février 2025, ils auraient réussi ni plus ni moins que le plus grand détournement d'argent de l'histoire. Moi je suis en retard, c'est dans le chat qui est en retard de base, mais là c'est moi. Ouais, mais là ça touche au Kim, effectivement, par rapport au film. Effectivement, oui. Là ça touche au grand Kim, ce qui fait que... il l'a pas bien pris. de la crypto, en dérobant presque 1,5 milliard de dollars. About 2 hours ago, Bybit experienced a hack around 401,000 Ethereum. Bref, tout ça pour dire que Lazarus, c'est pas n'importe qui. Énorme, et ça pose un gros problème à quelqu'un, les pays occidentaux. Déjà, puisqu'ils appliquent de fortes sanctions économiques sur la Corée du Nord, le fait que leur argent arrive là-bas, ça leur plaît pas trop. Mais c'est aussi pour une autre raison bien particulière, la bombe nucléaire. Et pour vous en parler, j'ai ramené quelqu'un. Bon, la vérité c'est que depuis 1953, la Corée du Nord s'est toujours sentie menacée par ses voisins du Sud. Et ils se sont enfermés dans une parano qui a d'abord commencé avec le dictateur Kim Il-sung. Si tu le connais pas, c'est normal, c'est un ancien, en plus il a pas été tellement médiatisé. Mais en gros, pour faire simple, c'est le papy de Kim Jong-un. Et lui, sa plus grande peur, c'est qu'il était absolument persuadé qu'un jour il allait se faire lever la nuit par un commando... Kim, vexé comme un pou, il va bouder dans la salle des bombes nucléaires. Kim Il-sung, oui. Oui, du coup, le papy. Sud-coréen. Et plus le temps avançait, plus il s'est mis à stresser, à devenir de plus en plus parano. Et évidemment, sa peur, tu l'imagines bien, il l'a pas gardée pour lui. Non. Il l'a simplement propagée à travers tout le pays. Les Sud-Coréens, c'est les chiens des États-Unis. Oui, le papy de Kim Jong-un, niveau trash talk, il est très fort. Parce qu'il a aussi dit que les Sud-Coréens c'était tous des fuyards, tous des fauchés. Bref, il plonge la Corée du Nord dans une parano et une haine totale de ses voisins. Exactement comme Enver Hoxha l'a fait en Albanie, par exemple. Ça, je dis rien. Oui, personne ne le sait, mais les Albanais ont fait bien pire que la Corée. Je viens de sortir une vidéo sur le sujet, voilà, petit instant promo, allez voir ça, Palmi m'a autorisé, c'est let's go. Je reviens à mes moutons. Donc, au fur et à mesure que les autres pays coupaient leurs relations avec la Corée du Nord, c'est devenu de pire en pire. Et les gens qui sont allés sur place pourront te le dire. À ce moment-là, dans le pays, c'était tellement chaud que tout le monde était prêt à une invasion de la part des États-Unis à n'importe quel moment. Sauf qu'à ce moment-là, la Corée du Nord ont compris quelque chose très rapidement, c'est que dans une guerre conventionnelle avec d'autres pays, ils ont très peu de chances de gagner. Et là, tu vas me dire merci, sans blague, t'es un bon, merci d'être venu sur la vidéo de Palmi pour dire des choses aussi obvious. Mais oui, leur armement se fait très vieux, et à cause des sanctions économiques des autres pays, le développement de nouveaux équipements s'annonce très compliqué. En effet, le seul moyen de garantir que... Wow, qui est le pire entre les trois Kim? J'avoue. Personne les attaquera, c'est de faire en sorte que peu importe le contexte, ce soit trop risqué de les attaquer. Et ce moyen en question, vous le connaissez tous. T'as deviné, ça commence par A et ça finit par atomique. Parce que dès les années 60, Kim Il-sung, le premier dirigeant de Corée du Nord, lance le développement d'un programme nucléaire. Puis son fils Kim Jong-il intensifie la recherche, et plus tard évidemment, Kim Jong-un va prendre le pouvoir et en fera même sa priorité. En même temps, ça devait le saouler, imagine nos repas de famille, ça fait 50 ans que le papy essaye de faire la bombe nucléaire, Kim Jong-un était obligé d'en finir. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, officiellement, la Corée du Nord a bien obtenu l'arme nucléaire. Sauf que vers 2016, les tensions avec les États-Unis étaient au plus haut et à cause de ça, encore aujourd'hui, ils n'arrivent pas à trouver des accords. En fait, si t'as un peu un accord qui est entré en vigueur, c'est tu m'attaques, t'es mort. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce que d'après les experts de l'ONU, presque la moitié du programme nucléaire de Corée du Nord a été financé par la cybercriminalité. Ok, maintenant tu vois la transition avec le sujet original de la vidéo, c'était pas un tunnel pour rien, c'était pour remettre en contexte. Et parce que, ok, on sait pas si c'est vrai à 100%, mais la majorité des experts sont d'accord. Une grosse partie de l'argent généré par Lazarus sert à financer l'armée de Corée du Nord, et donc, parallèlement, les armes nucléaires. Et pour ce qui est des faux informaticiens, d'après l'un d'entre eux ayant quitté le pays, 80% de leurs revenus sont pris par l'État, et comme le pays dépense officiellement 16% de son PIB dans l'armée, ça fait beaucoup d'argent qui rentre. Pour comparer, la France niveau dépenses dans l'armement, on n'est qu'à 2%. Et la Russie, c'est seulement 4%, même si depuis la guerre en Ukraine, on passe à 6-7%. Et ce pourcentage d'investissement dans l'armée, ça dérange énormément les pays autour de la Corée du Nord. Et c'est pas tant le fait que le pays se développe militairement qui pose problème.
De toute façon, aujourd'hui, le risque de guerre avec la Corée du Nord est bien redescendu. Notre problème à nous, c'est que c'est Lazarus qui finance tout ça. Mais malgré tout, il y a un très gros problème qui change tout, on sait pas si c'est vrai. Le souci de la Corée du Nord, c'est qu'aucune info est vraiment sûre. D'un côté, on a un gouvernement qui est réputé pour jamais dire la vérité, et de l'autre, on a ses ennemis jurés qui sont nos seules sources d'informations. La Corée du Nord, c'est littéralement une entreprise militaire. Non mais c'est vrai, hein, malheureusement c'est triste, mais oui. C'est horrible, mais c'est vrai qu'effectivement c'est une entreprise militaire. Les deux peuvent nous raconter ce qu'ils veulent, on saura jamais si c'est vrai, à moins d'être sur place. Sauf que quasi personne sur place peut nous le dire. Par exemple, toutes les attaques dont je vous ai parlé, il y a beaucoup de chances qu'elles aient été organisées par la Corée du Nord, mais il se peut aussi que ce soit pas le cas pour Sony Pictures, même si c'est plus probable que ce soit Lazarus derrière tout ça. Des hypothèses disent que c'était juste des employés mécontents à l'origine de l'attaque. Deuxième exemple, en 2017, il y a eu une énorme cyberattaque sur des milliers d'ordinateurs simultanément pour demander une rançon. Très vite, les États-Unis, l'Angleterre et d'autres pays ont officiellement accusé Lazarus, mais certains experts pensent que c'est peut-être pas le cas. Parce que rien n'empêche d'autres cybercriminels de laisser des faux indices pour faire accuser le coupable idéal. De toute façon, qui va les défendre? Il y a même eu des vols de crypto où les gens ont direct accusé Lazarus pour se rendre compte plus tard que c'était pas eux. Le souci de la Corée du Nord, c'est que comme le gouvernement veut rien nous montrer, on peut nous faire croire n'importe quoi. Et c'est d'autant plus dangereux. En 2010, la Corée du Nord réussit à se qualifier à la Coupe du Monde de football. Ils sont contents, ça fait 50 ans que c'est pas arrivé, sauf qu'en gros, ils tombent dans la pire poule possible. Brésil, Portugal, Côte d'Ivoire. En voyant ça, les gens ils se disent qu'ils ont aucune chance. Sauf qu'au premier match contre le Brésil, il se passe ça. Bon, à la fin ils perdent, mais ils ont quand même marqué un but contre une des meilleures équipes du monde. Alors pour leur deuxième match contre le Portugal, ils décident de le diffuser en direct en Corée du Nord. Sauf que cette fois... ils se sont fait écraser devant tout le pays. Après ça, beaucoup de rumeurs ont commencé à dire que les joueurs ont été exécutés une fois de retour chez eux, ou que l'entraîneur aurait été envoyé dans un camp de travail forcé. Il y a eu des tas de vidéos dessus, des médias en ont parlé, sauf que tout ça, c'était faux. La FIFA a mené son enquête grâce à leurs contacts sur place, et en fait, les joueurs ont juste été humiliés et ont continué leur carrière. Et l'entraîneur, lui, a été juste viré. Parce que c'est ça la vérité, si on n'est pas sur place, on peut pas savoir. Ces dernières années, il y a eu des dizaines d'attaques qui ont été attribuées aux hackers de Corée du Nord, dont certaines mettant la vie de personnes en danger, comme des hôpitaux ou des compagnies d'énergie. Sauf qu'il y a beaucoup de chances que ce soit eux, mais ça peut aussi ne pas être eux. Et je trouve que c'est ça le plus dramatique. Surtout que depuis le début, la Corée du Nord n'a jamais revendiqué une seule cyberattaque. D'après eux, Ouais, c'est ça le problème, c'est que après il y a aussi la désinformation de la Corée du Nord. Dans le sens où... Tu connaissais Lazarus, MDR? Qui connaît pas Lazarus en vrai? Sérieux. Mais oui, du coup, c'est ça le souci, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui peuvent raconter n'importe quoi, ce qui fait que on est après avec de la désinformation. Lazarus, c'est juste de la propagande américaine. Parce qu'en fait, tout ça, ça a jamais été une guerre numérique, c'est une guerre de l'information. À la fin de la guerre de Corée, la frontière entre le Nord et le Sud... Pinging Game, comment tu vas? Ça va quoi? Ça s'appelle Popette, j'arrive enfin. Oui, je me suis dit, mais c'est bizarre ça, où est-ce qu'il est? Non, bienvenue, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Ça va et toi? Moi, en vrai, tranquille, ouais, ça va. Là, on est en Corée du Nord. Tu viens à la fin du premier reportage. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. T'as la chance, il y en a encore un deuxième. Mais ouais, c'est vrai. Coucou toi le plus fidèle des viewers. C'est vrai. Je bossais... Aïe. Non mais t'inquiète, hein, je t'embête. Non, en tout cas, bienvenue. Donc là, en fait, je te fais un petit récap. Donc on regardait une personne qui a infiltré la Corée du Nord via Discord par rapport aux travailleurs nord-coréens qui travaillaient illégalement dans d'autres pays via les ordinateurs des locaux. Notamment là, c'était aux États-Unis. Une dame. Elle avait, je crois, plus de 90 PC, je sais plus, bref, elle avait beaucoup de... Non, 300? Ah, je sais plus. Mais elle avait beaucoup de PC portables, en fait, chez elle, pour les Nord-Coréens qui travaillaient dessus via LinkedIn, ou des trucs comme ça. Et pour, du coup, investir, faire de l'argent, et investir dans tout ce qui est armement nord-coréen. Et sur la dernière partie, on avait vu tout ce qui est nucléaire, tout cet investissement, s'il y avait d'autres... là on est sur... en fait il nous disait, le monsieur Palmito, que est-ce que c'est vrai ou pas, on ne peut pas le savoir avec la Corée du Nord parce que rien n'en saura. Devenu quasi infranchissable.
Millions de familles ont été séparées, souvent pour toujours. Certains membres ont pu grandir dans la partie la plus ouverte et profiter des avancées technologiques et le confort de vie qui s'améliore au fil du temps, pendant que leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins sont restés de l'autre côté. Ils ont probablement vécu la famine, la misère, mais ils sauront jamais ce qu'ils sont devenus, ni s'ils les reverront un jour. Parce que le seul moyen de savoir ce qui se passe sur place, c'est d'y être. Aujourd'hui, les deux Corées sont toujours officiellement en guerre. Et en attendant, la seule chose qu'on puisse faire, c'est d'espérer qu'un jour ça ira mieux. Merci d'être resté jusque-là, et avant de partir, super important, allez vous abonner. Voilà. Donc premier reportage très intéressant. Ok, non, en vrai c'était très intéressant. Vraiment. Non, c'était très intéressant comme vidéo, mais merci Palmito, c'était très sympa. Oups, XD. Non, mais t'inquiète, tu peux l'utiliser, je te l'autorise. Non, il parlait aussi du groupe Lazarus. Je sais pas si tu connais le groupe des hackers. Lazarus, voilà, qui est du coup un groupe nord-coréen. Et voilà, tout simplement. Et là, on est sur un reportage de Ludoc. Comment j'ai réussi à rentrer en Corée du Nord. Voilà, donc je vois que c'est écrit épisode 1, donc peut-être qu'il y en a plusieurs, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc voilà. Donc là, ça va être Ludoc, je pense, qui va être en Corée du Nord physiquement et pas via Discord ou autre. Donc ça peut être intéressant, on peut voir certaines choses, tout ça. Hâte de voir. Hâte de voir. Let's go, exactement. Peut-être mettre en grand écran quand même. Ok, je suis dedans. Je viens d'embarquer dans un avion pour la capitale de la Corée du Nord, Pyongyang, avec mon visa en poche. Je vais passer 4 jours dans le pays le plus fermé au monde, surveillé H24, totalement isolé, sans passeport et surtout sans téléphone. Mais avant d'atterrir, faut que je vous explique comment j'en suis arrivé là. Ce que j'ai dû cacher pour passer la frontière, les règles à suivre une fois sur place, et ce que je risque si ça tourne mal. Et pour commencer, je vais vous raconter comment j'ai eu l'idée de ce voyage incroyable. Il a fait quand même 4 jours en Corée du Nord, à Pyongyang, du coup. C'est incroyable. 4 jours. T'imagines ? Pyongyang, c'est terrifiant visuellement, très impersonnel. Ouais, c'est vrai. En plus, je pense que la dynamique de l'image et tout, il a peut-être rajouté des effets, ce qui fait que c'est encore plus impersonnel, comme je suis terrifiant, malsain. Donc, ouais. Fin 2014, j'entends parler d'une histoire folle autour du film The Interview avec James Franco et Seth Rogen. Oui, du coup, l'autre personne, du coup, Palmito, en avait aussi parlé de ce film, où c'est un film satirique envers Kim Jong-un. Quoi, c'est vrai que c'est énorme. Oui, c'est vrai que c'est énorme. Oui. Mais oui, du coup, et qui se fout un peu la gueule de Kim Jong-un. Et ce qui fait qu'il l'a pas trop bien pris, tu vois, ce qui fait qu'il a menacé de pirater pas mal de choses, il a même piraté Sony, tout ça, bref, voire même faire des attentats dans les cinémas. Ce qui fait que le film est sorti en VOD sur Netflix, et non en salle, tout simplement. Et là, du coup, je pense qu'il va en reparler. Poto Kim fait un caca nerveux. Non, mais c'est vrai, hein, du coup, c'est vraiment à cause de ça. Un animateur d'un talk show et son producteur sont invités par Kim Jong-un, le leader de la Corée du Nord, pour une interview. Look at this. Kim Jong. Si jamais le film est très drôle, hein, si tu l'avais pas encore vu. Wants to do an interview with Dave Skylark. He's a fan! La CIA en profite et décide de recruter les deux pour assassiner le dirigeant nord-coréen. You want us to assassinate the leader of North Korea? Yes. Quand la bande-annonce est mise en ligne, le vrai Kim Jong-un, furieux, ne veut pas que le film soit diffusé et va tout faire pour annuler sa sortie. Le gouvernement nord-coréen menace alors les États-Unis et parle carrément grosse colère, il va appuyer sur le bouton rouge. Non, mais c'est d'actes de guerre contre leur nation. North Korea says the United States is on the verge of committing an act of war and that it's reckless, provocative insanity. Le ministre des Affaires étrangères nord-coréen déclare même que si le gouvernement américain autorise ou protège le film, il y aura en conséquence une réponse ferme et impitoyable. Sony Pictures, le studio responsable de la production du film, ne prend pas au sérieux les menaces et maintient la sortie du film. Aux États-Unis, tout le monde en rigole. Et Seth Rogen va même jusqu'à s'adresser au dictateur nord-coréen sur Twitter. À ce moment-là, personne ne se doute que la Corée du Nord va réellement attaquer. C'est vrai, hein. Le 24 novembre 2014, un lundi matin, en arrivant dans les bureaux de Sony Pictures,
Les employés du distributeur découvrent que tous leurs ordinateurs ont été piratés. Sony Pictures Entertainment is reeling from what may be the biggest and most devastating computer hacking in Hollywood's history. La plupart des ordis deviennent inutilisables. Pretty much 70% of our computers have been knocked out of action. Et un message apparaît sur tous les écrans. Nous avons obtenu toutes vos données internes incluant des secrets. Si vous n'obéissez pas, nous publierons ces données. Vous avez jusqu'au 24 novembre à 23h pour décider. Ce sont 100 000 gigaoctets de données que les pirates ont volés en infiltrant les systèmes internes de Sony Pictures. Ils volent des scripts, des contrats, des emails et même des films qu'ils mettent en ligne gratuitement. 5 of Sony's feature films leaked online, including 4 that have not yet been released in US theaters. Le 27 novembre 2014, 5 films distribués par la société, dont Furry avec Brad Pitt, font leur apparition sur des sites pirates. Selon le site boxoffice.com, ça représente un manque à gagner de plusieurs millions pour Sony Pictures. Des emails internes sortent aussi, et Amy Pascal, la présidente de Sony Pictures, doit démissionner suite à la découverte de plusieurs messages racistes. Dans un échange d'emails, elle se moque d'Obama en demandant par exemple s'il a aimé le film Django ou encore Le Majordome. Et ça s'arrête pas là. Le 16 décembre, de nouvelles menaces tombent. The Sony cyber attackers Ils sont forts à hacking quand même. MDR Ping Game. Non, c'est vrai que par contre ils sont très forts. Malheureusement, c'est ce que dans l'autre reportage il disait. En fait, ils ont un téléphone, tout ça, enfin certaines personnes, ce qui fait que ils captent vite les jeunes talentueux. En tout cas informatique et tout, ce qui fait qu'ils les recrutent, ils les forcent en fait à travailler du coup toute leur vie dans des salles où ce qu'ils apprennent c'est juste du coup à coder. New threats, now suggesting they'll take revenge on movie theaters slated to premiere The Interview. Ils menacent cette fois d'attentat les salles qui projetteront The Interview. Plusieurs grandes chaînes de cinéma aux États-Unis. Bah, c'est bien, du coup ça te fait vraiment le récap de ce que je t'ai dit avant. Du coup il te réexplique, donc en vrai c'est bien. Voilà. Prennent peur et refusent de projeter le film. Seems like people don't want to play the movie anymore. Le truc va tellement loin que même Obama doit réagir en conférence de presse. We will respond. 2 jours plus tard, Sony Pictures finit par céder et décide d'annuler la sortie du film. Sony should release the movie on the internet so that we can all see it. Le 24 décembre 2014, le film sort en VOD aux États-Unis, ce qui représente une perte de 80 millions de dollars pour le studio. Ah ouais, c'est du c'est jamais énorme. vu au cinéma. D'ailleurs, j'en profite, si t'aimes ce genre d'histoire folle autour du cinéma, j'ai sorti un livre sur tous les secrets de tournage des plus grands films. Je te mets le lien en description. De mon côté, quand je découvre le film, il y a une scène en particulier qui me marque. Quand Seth Rogen et James Franco arrivent dans le pays, ils passent à côté d'un supermarché qui se révèle un peu plus tard dans le film complètement fake. Je me demande alors si ce genre de décor existe vraiment pour les touristes sur place, et j'ai envie de découvrir de mes propres yeux ce qui s'y passe. C'est vrai, c'est intéressant. Ouais. J'en parle avec des potes et on commence à se renseigner pour entrer dans le pays. Première info, on peut pas voyager librement en Corée du Nord. Faut obligatoirement passer par un tour opérateur et être encadré par des guides sur place. Impossible de se balader seul et de faire ce qu'on veut dans le pays. On Déjà, est systématiquement peux y aller. suivi. C'est d'ailleurs une des premières règles qu'on nous expliquera à l'arrivée. 이런 간첩들 외국인 간첩들 되게 많이 잡아요. Donc première étape, trouver un tour opérateur. Et il y en a plusieurs. Mais si on creuse un peu, elles appartiennent toutes au gouvernement nord-coréen. On décide de passer par l'agence Uritour qui propose plusieurs types de séjours. On prend l'option sur 4 jours pour découvrir la capitale, puis la frontière avec la Corée du Sud du 24 au 27 avril. Le voyage coûte autour de 1 250 $ par personne, mais c'est sans compter le prix du billet d'avion pour la Chine. Parce que évidemment, il n'y a pas de vol direct pour la Corée du Nord. Faut obligatoirement faire une escale à Pékin. Et en parlant d'avion, je vais vous donner une technique pour avoir vos billets d'avion moins chers en passant par le partenaire de cette vidéo, Cyberghost. On va passer le visa. Par contre, ça fait une pub énorme pour le film. Ouais, c'est vrai. Ça fait vraiment une pub énorme pour le film, ça c'est clair. Le récap est parfait, ça va rentrer de fou dans la tête comme des bons soldats nord-coréens. Horrible. MDR, le placement de produits pour les voies vers la Corée du Nord. Oh, les vols, putain. Oh, les vols vers... oui. Ah non, c'est un VPN. Oui, c'est un VPN. C'est une gosse VPN ou ouais, un truc comme ça. Oui, c'est un VPN. Oui, il t'explique du coup comment payer des vols d'avion moins chers. Le visa, c'est ce petit papier bleu que je... Pourquoi, Pinion Game, est-ce que tu aimerais passer 4 jours en Corée du Nord, dis-moi. Est-ce que tu aimerais ou pas? En vrai, si par exemple c'est offert et tout, t'aimerais tester l'expérience? En vrai. Genre vraiment, tout est offert et tout, tu... Why not? Non mais en vrai, je veux dire, c'est comme une expérience de fou. Genre, t'imagines la Corée du Nord, quoi, visiter la Corée... Enfin, du coup, tu visiterais pas grand-chose, tu visiterais ce qu'ils ont envie de te montrer. Viens, on y va tous ensemble.
Ça me paraît tellement risqué et je sais pas trop. Bah, en vrai, je sais pas si c'est tant risqué que ça pour des touristes. Enfin, tant risqué. Ah, tu prends des grosses guillemets, bien sûr. Mais pour des touristes où c'est encadré de fou et tout, tu vois. Je sais pas en vrai, à vérifier. Enfin, à vérifier. On verra de toute façon dans le reportage de Ludoc. Mais on peut aller sur place. Je vous ai montré au début de la vidéo. L'avantage, c'est qu'il n'est pas attaché à son passeport, donc pas de souci pour voyager dans d'autres pays après. Tout le monde peut rentrer a priori en Corée du Nord, sauf les journalistes et citoyens sud-coréens, ainsi que les Américains et Malaisiens. Pour obtenir le visa, je dois répondre à plein de questions et signer plusieurs papiers. Notamment une lettre de consentement avec plein de points à accepter. Et c'est là que ça devient flippant. Dans le formulaire à remplir, quand il faut indiquer son métier, je mets que je suis réalisateur, mais je mets pas plus de détails. Je me dis qu'ils en ont pas besoin. Mais une semaine plus tard, après avoir tout envoyé, je me prends un coup de pression du tour opérateur. En cherchant des infos sur mon profil, ils ont découvert que je bossais à Canal+, et ils commencent à me soupçonner de venir tourner des images pour eux. Sauf que moi, je leur ai jamais dit que je bossais à Canal+. J'ai juste mis réalisateur. En fait, ils ont réussi à lier mon prénom et mon nom avec mon pseudo Ludoc, pour ensuite le relier avec le studio Bagel où je réalise des vidéos, puis à Canal+, qui a racheté la chaîne 1 an plus tôt. La recherche, elle est pas forcément compliquée, on va être honnête, mais le fait que le gouvernement te surveille avant même d'entrer dans le pays, c'est pas forcément rassurant, et je commence à me demander si j'ai vraiment envie de prendre autant de risques. Je cite. S'il y a un type qui a plié un journal, il est allé en tôle. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a une histoire comme ça où effectivement le mec il a plié un journal où il y a, je crois, une photo de Kim Jong-un, où du coup il a plié sa... Enfin il y a un truc comme ça et effectivement il a été en tôle. Après, est-ce que c'est vrai ou pas du coup? C'est... Je sais pas du coup, mais je pense. Il est revenu mort Ah ok, d'accord, il est revenu mort au State, sûrement empoisonné, genre mort quand il est arrivé sur le sol USA. Ok, donc c'est juste moi qui lis pas tous les commentaires. LOL, les dictateurs, les dictatures adorent ce genre de choses. Ah oui, non mais après c'est très... c'est une dictature si tu te dis bon. Non, c'est horrible. Bah, la souris qui fait encore grève ou quoi? Il y a un papier pour garantir aux de fou. Autorité nord-coréenne que je viens pas en tant que journaliste de Canal+, et je me dis qu'au pire, je pourrais toujours annuler à la dernière minute si vraiment je le sens pas. Surtout que les autres points de la lettre de consentement sont de plus en plus chelous. Par exemple, il est interdit de venir avec des films ou DVD étrangers. Quand on est arrivé à l'aéroport, un de mes potes a dû supprimer l'âge de glace sur son iPad. Pourquoi je suis si mal aimé? Interdiction aussi de venir avec des livres religieux comme la Bible. Ensuite, faut jamais s'éloigner de ses guides. Interdiction de marcher seul dans la rue à la rencontre des Nord-Coréens. Concernant les photos et les vidéos, il y a aussi énormément de contraintes. Par exemple, il est interdit de prendre en photo les chantiers de construction et les militaires dans la rue. Quand on ira à la frontière avec la Corée du Sud, c'est aussi interdit de prendre des photos de la campagne et des villages sur la route. Interdiction aussi de prendre un objectif de plus de 120 mm, c'est en gros pour nous empêcher de pouvoir trop zoomer quand on prend une photo ou une vidéo. Et règle assez particulière, quand on prend une photo des statues, il faut les prendre en plan large dans leur intégralité. Interdiction de prendre en photo juste un visage ou juste des pieds. Et si vous respectez pas une de ces règles, le pire peut vous arriver. Avant de voyager, il est toujours... Il y a beaucoup de contraintes en fait. MDR, faudra réagir que le Turkménistan c'est un spécimen aussi. C'est vrai, le Turkménistan c'est aussi un spécimen. Si, ouais, le pauvre. Non mais c'est vrai que le Turkménistan est aussi intéressant. C'est super encadré. Ouais, c'est vrai, c'est très encadré. Hein. Genre vraiment, tu fais une photo un peu de travers, c'est bon. C'est fini, tu vas en prison, salut. Conseillé d'aller sur le site de la diplomatie française pour connaître la situation du pays où on va. Par exemple, si tu vas en Espagne, c'est plutôt safe, la carte est verte, on parle de vigilance normale. Si tu vas au Mexique, c'est vigilance renforcée avec des zones rouges à éviter si tu veux pas te retrouver en pleine guerre de cartel. Et pour la Corée du Nord, bah c'est tout rouge. Et juste en dessous, tu peux lire ce texte. La France n'a pas de relation diplomatique avec la République populaire démocratique de Corée, et en cas de crise ouverte, les possibilités d'évacuation sont limitées. Donc en gros, si j'ai une galère, c'est pas sûr qu'on puisse me sortir du pays. Sur le moment, je me dis qu'au pire, si je fais une connerie, les autorités me mettront dans le premier vol retour pour Pékin et que je risque pas grand chose. Mais en fait, ça peut être beaucoup plus grave. Je veux une photo des pieds de Kim pour Wikifit. Juste des pieds. Bah, ça existe peut-être, en vrai, on ne sait pas, hein, mais imagine ça existe. Je vais vous raconter ce qui est arrivé à un étudiant américain en 2016 pour bien comprendre. Ah, c'est de la statue, d'accord, mais c'est différent. Prendre dans quoi on s'embarque. Le 2 janvier 2016, après 5 jours passés en Corée du Nord, Otto Warmbier, un étudiant américain de 21 ans, est arrêté par les autorités alors qu'il s'apprête à monter dans l'avion pour retourner aux États-Unis. La veille, au cours du Nouvel An, les caméras de surveillance de son hôtel le montrent en train de voler une affiche de propagande dans un couloir. En France, ce serait considéré comme un petit délit, mais en Corée du Nord, il va vivre un véritable cauchemar.
Breaking news overnight, an American college student, Otto Frederick Warmbier, was arrested while perpetrating a hostile... J'adore la façon très américaine de commenter le ski journal et tout, c'est c'est toujours très américain en fait. Tiens, est-ce qu'il y a des ressortissants français en Corée du Nord? Ça serait un truc de fou. Je pense pour la diplomatie, enfin pas sûr, ça serait surprenant. Ça fait film MDR. C'est vrai que ça fait film. C'est vrai. C'est un truc comme là, tu te dis, mais non. Ah, c'est une affiche. Oh. act. 2 mois plus tard, après une heure de procès, Otto se lève et avoue avoir été manipulé par une organisation universitaire secrète et la CIA pour voler l'affiche dans son hôtel. I never should have allowed myself to be allured by the United States administration to commit a crime in this country. Ça n'a évidemment aucun sens et pour beaucoup, ces confessions ont été forcées pour mettre la pression sur le gouvernement américain. They always use political prisoners as bargaining chips. They want something in return. Et quelques jours plus tard, le verdict tombe. Otto est condamné à 15 ans de travaux forcés pour crime contre l'État nord-coréen. Like there's a lot more to this story. I was going to say, from what we see though, it doesn't seem like the punishment fits the crime. En juin 2017, presque 18 mois plus tard, Otto tombe dans un coma profond pendant sa détention. What did the North Koreans do to him? La Corée du Nord décide de le libérer et le renvoie aux États-Unis. Une fois sur place, les circonstances sur son état sont floues. La Corée du Nord affirme que le coma a été causé par une prise importante de somnifères, tandis que plusieurs médecins américains pensent qu'il a été torturé en prison. It was clear that at least 2 of his lower teeth had been realigned, which is a polite way of saying plucked out and then shoved back in. Et 6 jours après son retour, le 9 juin 2000. C'est hyper fake le pauvre. Non mais c'est justement lui dont on parlait avant. Ok, je vois. 17, la nouvelle tombe. Otto Warmbier, the Mais il n'y a 22-year-old... pas aussi un truc avec un journal, genre une personne justement, je crois dans la rue, un truc comme ça, je sais plus, avec un journal physique, je veux dire, tu sais où t'as la tête de Kim Jong-un dessus. American imprisoned in North Korea for 17 months died from lack of oxygen and blood to the brain. Ouais. Plus d'1 an après son arrestation, Otto meurt et les tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord montent en pression. Les deux pays se rejettent la faute sur la mort de l'étudiant. C'est bien ce que me semblait. 의학이 발전했다고 하는 미국에 가서 사람들이 그 어떤 목적을 위해서 의학 완비호가 사망하게 만들지 않았는지. Depuis cet incident, plus aucun citoyen américain a le droit de voyager en Corée du Nord. Voilà ce qu'on risque si on fait la moindre connerie. Et souvenez-vous, s'il nous arrive quelque chose sur place, c'est abusé quand même. Effectivement, maintenant que 4 jours, même si c'est offert, en vrai 4 jours en Corée du Nord, il faut vraiment rien faire. Par contre, tu y vas, tu dors juste, tu manges ce qu'ils te donnent. Mais c'est vrai qu'effectivement... la France ne pourra rien faire. Pour entrer en Corée du Nord, on est donc obligé de passer par la Chine. On arrive en avion à Pékin la veille du départ pour Pyongyang et on se pose dans un hôtel. Petit détail important, j'avais lu sur plusieurs forums qu'il était déconseillé de partir avec son ordi sur place. Apparemment, certains journalistes ont découvert qu'au cours de leur visite du pays, le gouvernement nord-coréen en profitait pour aller dans leur chambre d'hôtel pour poser des puces dans leurs ordis, pour ensuite les surveiller une fois de retour dans leur pays. J'ai pas assez d'infos pour savoir si c'est vrai ou faux, mais comme mon petit frère bossait à l'époque en Chine, j'en profite pour lui laisser mon MacBook et je garde juste mon téléphone avec moi. De retour à l'hôtel, vers 16h, on reçoit un appel. Un gars nous attend en bas de l'hôtel pour nous donner nos billets et notre visa. Et avec les billets d'avion, on découvre aussi le nom de la compagnie aérienne, Air Koryo, qui est considérée comme la pire compagnie du monde. Selon l'Organisation de l'aviation civile internationale, c'est la pire compagnie en termes de sécurité et d'entretien. D'ailleurs, ils l'ont mis tout en bas de la liste noire des avions à éviter. Le lendemain, on se lève tôt pour arriver à l'aéroport. Le départ est à 12h55, mais on sait pas ce qui nous attend à la douane, donc on prend de l'avance. Sur place, tout est bizarrement très facile. Pyongyang est affiché sur les écrans comme une destination quelconque, on passe la sécurité et on attend le décollage dans un petit hall. On me propose de lire le Pyongyang Times, le journal nord-coréen officiel, traduit en anglais pour les touristes. Et je commence à comprendre dans quoi je m'embarque. Sur 8 pages, il y a quasiment que des articles sur le leader du pays. Le reste, c'est des news ultra hostiles contre la Corée du Sud, le Japon et évidemment, les États-Unis. Par réflexe, je plie le journal pour le mettre dans mon sac et je me prends direct une réflexion de la compagnie. Il est interdit de plier une photo représentant Kim Jong-un, c'est considéré... C'est bien ce qui me semblait. Sérieux, ça fait mafieux le fait de donner les billets en bas de l'hôtel. Ouais, tu sais, j'ai un soum-soum. Vas-y, viens, je te donne les billets là, vite fait. Bah voilà, en tout cas, c'est ce que je disais, il faut vraiment pas plier le journal. Comme irrespectueux envers leur grand leader. 12h30, on rentre dans l'avion.
À l'intérieur, il y a très peu de touristes, mais beaucoup de militaires et diplomates nord-coréens. L'année où je visite le pays, les statistiques annoncent près de 3000 touristes par an, dont plus de la moitié qui viennent de Chine. Donc 1500 touristes autres que chinois sur un an, ça donne une moyenne de 29 touristes par semaine, et en regardant qui part avec nous, on est effectivement une vingtaine d'occidentaux. On se dévisage tous un peu à se demander ce qu'on fout là. Et midi 55, ça y est, on décolle. Après des semaines de galère pour avoir le visa, on décolle enfin pour la Corée du Nord. Et à partir de maintenant, on peut plus repartir. Et ça, Ouais, là. je vous le raconte dans le prochain épisode sur les 48 heures que j'ai passées à Pyongyang avant de rejoindre la frontière avec la Corée du Sud. Où est-ce qu'on a dormi, ce qu'on a pu visiter, ce qu'on nous a interdit de faire et toutes les petites galères qu'on a vécues. J'ai pas la suite de la vidéo là, attends, oh, est-ce qu'il y a la suite? Une fois sur place. They apply very brutal torture to foreigners who are held in custody. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas qu'avec le lien dans la description, vous Bah ouais, faut regarder la suite, mais là, la prod, elle a mal géré son taf, là. J'embête Célestine. Oui, est-ce que du coup tout le monde est chaud pour la suite? Bah, on va essayer de trouver la suite hein, de Ludoc. En attendant, ce que je peux vous proposer, c'est déjà moi, en plus grand. Et je peux même vous proposer, si vous voulez, la musique de Enrico. C'est quoi? Je vais même vous mettre... c'est bon. Je vais vous mettre ça plutôt, regardez, tac. Voilà. Et le temps, je cherche bien sûr la vidéo. Junto dei sei vargo On the stigo veres She's a slavara hunjas La paeli fa in zis Tu terrane nayen. Bah, j'espère que ça vous a plu, cette petite musique. Donc, j'ai retrouvé la suite. Hein. Donc là, on est sur l'épisode 2. Et en tout, il y a 4 épisodes. Donc, alors là, bah, c'est passé quoi là? Dans le chat. Je suis pas doué en tant que prod, lol, non mais t'inquiète. C'est la première version financement nord-coréen, c'est ça. Les dinos qui dansent. J'adore. Merci Enrico de sauver tous les temps morts à cause de mon mauvais boulot. Non mais t'inquiète. Boum bam bam par pitié. Pardon. Me dire carrément. Je suis passé en mode concert à me dire. Écoute, boum bam bam. Alors là, je l'ai, je sais pas où, mais je l'ai téléchargé. Mais là, on va plutôt faire la Corée du Nord en vrai. Épisode 2. En tout, il y a 4 épisodes de Ludoc sur la Corée du Nord. On va voir à la fin de celui-ci comment ça se passe, mais au pire, pourquoi pas faire un genre de petit deuxième live, tu vois, pour la suite, sur les deux. À voir ce qui reste, mais ça pourrait être sympa. Voilà. Kim Dong Basto. Corée du Nord first. Vas-y, let's go. D'ailleurs, à Ping Game, t'as vu, j'ai investi, hein. Il y a un micro maintenant et tout. Normalement, t'es censé mieux m'entendre. Du moins, la qualité de la voix est mieux. Pas ma voix, mais la qualité de la voix est normalement... Enfin, du micro. Est normalement mieux. Waouh, trop stylé, t'as vu ça? Stylé, c'est pour ça que tu vois un peu de couleur sur le... Juste là. Tu vois, juste là, ici, t'as un petit peu de couleur. Bon, en fait, c'est le micro. Oh, ma voix suave. MD. Allez, let's go. Ah non, avant, je vais boire un petit coup quand même. Petite pause. Refais un coup de suave. Bonjour. Ok. Kim Jong-un. Glou glou glou. Pinging game. Ah, c'est la place principale de Pyongyang. Épisode 2, c'est parti. Alors, je bug parce que là j'ai la caméra du coup ici, mais j'ai le chat à côté donc. Où se déroulent les défilés militaires de la Corée du Nord. Et ça, c'est moi avec un pins de la Corée du Nord qui se demande ce que je fous ici.
Dans cette vidéo, je vais vous raconter les 48 heures que j'ai passées à Pyongyang avant de partir pour la frontière avec la Corée du Sud. Comment fonctionne le pays, dans quel hôtel j'ai dormi, comment j'ai pu voir les anciens leaders, pourquoi le métro sert d'abri anti-atomique et tout ce qu'on m'a interdit de voir. Dans l'épisode précédent, je vous ai expliqué la procédure pour obtenir son visa et comment j'avais eu l'idée de partir dans le pays le plus isolé du monde. Et cette vidéo, elle a... C'est bien que tu regardes sur le côté, on voit bien ta face de capybara. Et on peut voir les anciens leaders. Ouais, c'est ce que je viens de voir, on peut voir les anciens leaders. Je suis attends, pourquoi il y a un mec dans une boîte là? What the fuck? Mais oui, du coup, c'est les anciens leaders. Donc, ouais. Voilà. C'est... Capybara. Apparemment, c'est moi. Skip. Provoqué beaucoup de bonnes réactions, mais aussi quelques petites insultes, notamment sur Twitter. Certains m'ont reproché de manquer de contexte par moment, et c'est vrai que sur un sujet pareil, ça peut manquer. Donc pour éviter tout ça, j'en ai discuté avec Manon Prudhomme, doctorante à l'EHESS. Ce sont des momies, les Kim. Et surtout, guide en Corée du Nord jusqu'en 2019. Et elle a accepté de répondre à mes questions. La surveillance est partout et tout le temps. 16h, on vient d'atterrir à Pyongyang. Premier truc que je vois, c'est des centaines de soldats qui nous observent nous déplacer vers le terminal. Celui qu'on voit sur la photo, on va pas y avoir accès. Il est à l'époque pas encore fonctionnel. On sort et on passe dans un terminal militaire juste à côté où les photos sont interdites. On récupère nos bagages et à la douane, on prend nos passeports. On nous dit qu'on n'en aura pas besoin et que c'est une mesure de sécurité. Un peu plus loin, on demande à vérifier le sac, chose normale dans tous les aéroports. Mais chose un peu différente cette fois, on demande à un de mes potes... Non mais t'inquiète, t'as pas besoin de ton passeport dans mon pays. T'inquiète. De supprimer l'âge de glace sur son iPad. J'en parlais dans l'épisode précédent. En Corée du Nord, il y a pas mal de restrictions sur ce qu'on peut ou ne peut pas amener dans le pays. Par exemple, il est interdit d'amener des documents religieux comme une... Bah rip l'âge de glace. Bible. Le 29 avril 2014, le touriste américain Jeffrey Fall a été arrêté après avoir laissé délibérément sa Bible dans les toilettes d'un restaurant en Corée du Nord. Le gouvernement nord-coréen l'a accusé d'être venu en mission pour convertir ses citoyens et l'a condamné à 6 ans de camp de travail. Après 6 mois en prison, il a finalement été libéré et renvoyé aux États-Unis. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces règles, elles évoluent tout le temps. Les règles changent absolument tout le temps et qu'on n'a aucun moyen d'anticiper ça. C'est la surprise quand on arrive à chaque fois et il n'y a pas d'explication. Moi, je suis parti en mai 2015 et depuis, les choses peuvent avoir changé. J'ai regardé des Disney en Corée du Nord, sous-titrés en coréen, que mes camarades d'université achetaient sur le marché légal. Et je sais plus, on a regardé Tarzan, La Reine des Neiges. C'est important de savoir ça pour la suite. Tous les interdits que j'ai pu avoir pendant mon voyage peuvent évoluer avec le temps. Pendant que mon pote supprime le film, je vois une petite boutique qui vend des pins de la Corée du Nord. Pour faire bonne figure, j'en achète un. Je le porterai quelques fois pendant le voyage. Ensuite, avant de sortir... En vrai, c'est stylé quand même, je veux dire, t'achètes un pins Corée du Nord en Corée du Nord. Tu vois, c'est quand même stylé quelque part. Ni Jésus visiblement. Bah Jésus, il a été en prison là. Non mais en vrai, c'est abusé. Mais du coup, ouais, je trouve ça quand même stylé d'avoir un objet comme ça venant de Corée du Nord. Passe à côté d'un guichet qui propose des cartes SIM pour avoir internet. Et il y a pas grand monde. Et ça, pour 2 raisons. D'abord parce que c'est hors de prix, et ensuite parce que l'internet sur place, en réalité, il n'existe pas. Parce que l'internet, c'est un risque énorme. Si demain on met entre les mains des gens du savoir, c'est un risque. Un esprit critique, c'est un risque. Les Nord-Coréens ont des téléphones, mais sans accès à internet. Sur certains, on peut voir le logo Google Drive, mais quand on clique, c'est en fait juste des fonds d'écran. A noter que ce genre de blocage, c'est pas spécifique à la Corée du Nord. D'autres pays limitent certains accès à internet, comme la Chine, la Syrie, l'Iran ou encore la Russie. Une fois qu'on a passé la douane et la sécurité, on sort et on rencontre enfin nos guides. Et des guides, on en a 2. Un homme et une femme, plutôt jeunes, souriants et super accueillants. Ils parlent un anglais parfait appris à l'école. Il y a aussi des guides qui parlent en français en Corée du Nord, mais ils sont plus rares. Pendant le voyage, ils vont avoir un double rôle. Celui de guide évidemment, mais aussi celui de surveillant. Ils doivent veiller au bon comportement des visiteurs tout en fournissant des infos sur les lieux qu'on va visiter. Si les touristes sont difficiles à gérer, certaines visites peuvent être annulées, comme le Palais du Soleil, où se trouvent les corps embaumés des 2 anciens leaders. Le genre d'endroit où faut se tenir à carreau. On va d'ailleurs le visiter demain. En gros, mieux on se comporte et on respecte les règles, et plus on pourra découvrir la Corée du Nord, parce que sans eux, c'est interdit de se déplacer librement dans le pays. Et d'ailleurs, pour être honnête, on va pas prendre le risque vu qu'on n'a pas de réseau, pas de passeport et qu'on parle pas coréen. Nos guides, ils sont profondément fiers de leur pays. Et c'est pas un jeu d'acteur. Ils en parlent avec amour et présentent souvent leur pays en commençant leur phrase par « My Korea ». Ils connaissent pas grand chose de l'extérieur. Quand on parle de la France, ils citent Mitterrand et Zidane, mais ils semblent pas connaître François Hollande qui était le président français en 2015. Selon plusieurs experts, ils sont systématiquement 2 pour se surveiller mutuellement. Apparemment, il est interdit de rester seul avec des étrangers en Corée du Nord.
La surveillance est partout et tout le temps. C'est pas seulement à l'échelle des guides, ça peut être à l'échelle beaucoup plus locale. Il existe en effet un système de surveillance entre les Nord-Coréens. Les citoyens sont en effet encouragés à surveiller et à signaler le comportement des autres. Ça peut être entre collègues à l'usine, entre un vendeur et son client, et donc aussi entre les... C'est horrible, c'est très malsain du coup, parce qu'il n'y a aucune confiance en fait. T'es tout le temps en train de surveiller l'autre, c'est... Waouh, même je suis sûr, même en famille, ils se surveillent. C'est horrible. Ouais, tu penses qu'ils font... Waouh, tu penses qu'ils vont faire quoi quand la peau des momies qui me vont putréfier? Bah en fait je ne pense pas que c'est possible, du coup ils ont fait ça. Mais ouais, imagine quand même, c'est dégueulasse. Mais je pense pas qu'en vrai c'est possible. Je pense pas, ils vont faire de la viande sèche. Alors, j'aime bien la viande sèche, la viande séchée et tout, mais... Bah pas celle-là. Guide. À noter que ce genre de surveillance n'est pas propre à la Corée du Nord. La Corée du Nord n'a pas inventé grand-chose en termes de surveillance. Ça a très bien fonctionné en URSS, fonctionne très bien en Chine, au Vietnam encore. Autre information à prendre avec des pincettes, car invérifiables, ils doivent aussi faire des rapports à chaque fin de journée. Rapport ensuite analysé pour voir s'ils ont bien dit la même chose. Il y a de fortes chances que oui, ils doivent faire des rapports journaliers sur ça. Je sais pas quel peut être le contenu, si c'est plutôt quelque chose. Un peu le même style que pendant l'occupation en France, on dirait genre les personnes qui ont accusé d'autres... Ouais, tout, c'est ça en fait, c'est horrible. Genre, en fait, tu peux pas avoir une vie normale. Bah oui, non, bah non, du coup, tu ne peux pas avoir une vie normale. Mais je veux dire, déjà que c'est la merde, tu ne peux même pas... je sais pas comment dire, tu dois constamment surveiller tes collègues, tes amis, ta famille. Ouais, c'est horrible. Chose d'ordre purement logistique, c'est-à-dire tel jour on a fait telle activité, voilà, je sais pas si c'est comme ça ou si c'est plutôt de la surveillance en disant le guide X, il a dit ça à tel voyageur, etc. Je sais pas quel est le degré et le contenu de ces rapports. Nos contacts avec eux pendant le voyage vont être ultra positifs. Ils sont très gentils, savent mettre à l'aise et ils rigolent à nos blagues. Je me suis jamais senti en danger avec eux. Quand on pose des questions qui dérangent sur les militaires, sur les interdictions ou sur l'histoire, en général, ils bottent en touche. Et c'est pas parce qu'ils veulent cacher certaines choses, c'est surtout parce qu'ils ont souvent pas la réponse eux-mêmes. Eux, ils reçoivent des instructions qu'ils doivent absolument mettre en place et appliquer. Et puis, ils n'ont pas de justification derrière. C'est-à-dire qu'on pourra demander 20 000 fois des justifications sur le pourquoi du comment. On peut prendre le métro et puis maintenant on peut plus. On n'aura pas de réponse. Une fois les présentations faites, on embarque dans un van et on part en direction de notre première visite, l'Arc de Triomphe de Kim Il-sung. Wow. Je prends en photo un de mes potes devant, et un des guides me précise tout fier que l'arc est plus grand que le nôtre à Paris, ce qui est vrai de 10 mètres. Et c'est un réflexe qu'ils vont souvent avoir pendant le voyage, systématiquement comparé à ce qu'on a en France. Par exemple, cette tour est selon eux plus grande que la tour Eiffel, ce palais... Ah ok, d'accord. Je pense qu'ils ont... bon, c'est connu, mais Kim a vraiment un souci d'ego, il faut vraiment que... Mais c'est toujours la DA nord-coréenne, la DA de Kim en fait, c'est abusé. Il y a l'Érythrée où c'est trash niveau surveillance. Ils se surveillent entre voisins et tout. C'est vrai que oui, l'Érythrée aussi, ouais, c'est abusé. Et plus beau que Versailles, etc. Dans ce type de situation, j'avoue qu'on cherche pas trop à débattre. C'est plutôt bon enfant. Vers 19h30, ils nous emmènent voir les statues de Kim Il-sung et Kim Jong-il, les deux anciens leaders du pays. Passage obligatoire quand on arrive dans la ville. On nous demande d'acheter des fleurs et de saluer les statues. On peut choisir de ne pas les saluer, auquel cas on est mis à l'écart pendant la visite. Nous on va pas jusque là, par respect pour nos guides, et on se retrouve donc à suivre la procédure pour saluer les leaders. Faut y aller en groupe, on dépose les fleurs, pas de main dans les poches, on garde le silence et on s'incline. On se recule ensuite pour prendre des photos et on nous rappelle une règle importante. Faut toujours cadrer en entier les leaders, jamais de zoom sur le visage ou les mains. C'est aussi une question de respect. Nos guides vérifient les photos et on remarque qu'en même temps, les bouquets qu'on a achetés une fois posés devant les statues sont ensuite remis dans la boutique à l'entrée pour être vendus. Pendant la visite, les guides nous parlent de leurs dirigeants et par curiosité, je demande où travaille Kim Jong-un. En France, le président à l'Elysée, donc je suis curieux de savoir où se trouve le bureau du leader nord-coréen. Et ça va être... La DA des jardins nord-coréens, on dirait les gifs que les mamies envoient. Non mais clairement, c'est... ils font de la dupli. Ouais, ils font de la dupli. En fait. Ils ont créé le glitch. C'est... non mais c'est ça. La dupli mais un peu différente. C'est blingy, ouais, c'est ça. C'est blingy. Ah mais c'est abusé, par contre, tu t'achètes une fleur, tu la mets et tout. Et au final, il la reprend pour la revendre. La première question est évitée par nos guides. Ils me répondent à Pyongyang, sans plus de détails. J'insiste un peu et ils me répondent simplement dans son bureau. Ce qui me fait revenir à ce qu'on disait plus tôt, ils n'ont eux-mêmes pas la réponse. 20h30, on arrive au Pyongyang Koryo Hotel. On découvre l'immense hall et notamment une petite boutique à côté de la réception. C'est le seul endroit où on pourra acheter des trucs vu qu'on n'a pas le droit de sortir de l'hôtel sans nos guides. Ensuite, on prend l'ascenseur
On traverse de longs couloirs et on découvre nos chambres. Elles sont assez spacieuses, dans un look rétro des années 70-80, avec une belle vue sur Pyongyang. On peut notamment apercevoir la tour du Juche au fond, qu'on visitera demain. En vrai, les rues sont assez calmes à cette heure. C'est quand même sympa, enfin je veux dire sympa, voilà. Mais ouais, ok. MDR, ça me fait trop rire le concept des fleurs. Non mais oui, c'est quand même bizarre, mais ok. Après, moi c'est écologique. Tu réutilises les fleurs que tu as achetées il y a 10 ans, ça fait 10 ans que tu les réutilises. C'est sympa. Mais je me demande par contre les Nord-Coréens où est-ce qu'ils font leurs courses, parce que du coup ils doivent vérifier, mais genre ça, je ne sais pas ce que c'est une boutique là où je sais pas trop ce que c'est, je sais pas trop ce que c'est en fait, mais ouais, je me demande comment ça fonctionne. Et la nuit tombe vite. La Corée, non, les voitures ont l'air très vieilles, oulala. Non mais c'est vrai, bah après le problème c'est que c'est ce que disait, même les chambres d'hôtel, ça s'est arrêté à une époque en fait. Il n'y a pas les moyens, peut-être ni la volonté. Non, peut-être qu'il s'est fait exprès aussi de rester dans un mood badant, enfin vieux, voire même liminique en vrai. La Corée du Nord en vacances, ça fait un peu très... ça fait un peu t'es très puni chez tes darons. Non mais c'est vrai. Ouais, c'est ça en fait. Mais plutôt les grands-parents, parce que vu la DA de la chambre... Et en Corée du Nord, la nuit, toutes les rues s'éteignent. Pour comparaison, voilà ce que ça donne à Paris. Et c'est d'ailleurs encore plus impressionnant vu depuis l'espace. En bas, c'est la Corée du Sud, et en haut, c'est la Corée du Nord plongée dans le noir. Le pays manque en fait d'infrastructures électriques, et il y a souvent des pénuries d'électricité, ce qui les oblige à réduire l'éclairage la nuit. Un peu comme ce qu'on a failli avoir l'année dernière en France. Seuls les portraits des anciens leaders et certains monuments restent éclairés. Faut pas déconner. Ça peut donner l'impression d'un couvre-feu, mais c'est pas le cas. C'est simplement que la plupart des commerces sont fermés le soir. D'ailleurs, pour preuve, on va aller dans un parc d'attractions après le dîner. En attendant de descendre manger, j'allume la télé pour voir ce qui passe sur les chaînes nord-coréennes. Et ça va être un peu surprenant. La fameuse propagande en Corée du Nord. Il y a que Pyongyang où il y a de la lumière où... ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a juste Pyongyang. C'est tout. Non, en vrai, il y a... la Corée du Nord est blindée de campagnes, de grosses campagnes. Enfin, il y a que... Mais, ouais. Il coupe tout, en fait, sauf les petits endroits, on le voit. Il y a quelques petits points jaunes où je pense que ça doit être juste... Ça doit être des genres de statues illuminées, j'en sais rien. Sur ma télé, j'ai accès à seulement 2 chaînes, et les 2 parlent uniquement de guerre. Pendant tout mon voyage, tout ce que je vais entendre ou voir sera systématiquement des hommages aux leaders ou des récits de guerre, que ce soit dans la rue, dans l'hôtel, dans un supermarché ou dans une librairie. Même les concerts qu'on peut voir passer sont sur la guerre, avec des écrans géants montrant des lancements de missiles derrière les musiciens. Le Morabong Band, qui est le groupe de pop le plus connu en Corée du Nord, chante la plupart du temps des chants patriotiques et révolutionnaires. Et ça, j'ai eu le droit dès que je suis entré dans l'avion. Et ben... Pour avoir discuté avec d'autres touristes, les choses... Xav, du Portugal, salut, bienvenue. Ah, là, on est en Corée du Nord. Enfin, on est. Nous, non. Et lui, oui, il y était. Et on découvre pas mal de choses, en vrai. Très pique, la musique. Non. Bah, il faut aimer, c'est tout. Après, Kim, lui, il aime la musique. Évolue. Certains ont d'ailleurs... Comment va ma maman? Comment ça, ta maman? Ah, ok, en parlant de Célestina. Pardon. Pu regarder des chaînes étrangères depuis leur chambre d'hôtel, comme la BBC, ou encore des chaînes russes. Mais après les statues et maintenant la télé, je comprends qu'il y a un véritable culte autour des dirigeants nord-coréens. Le culte de la personne. Je vous épargne un long cours d'histoire parce qu'on en parlera plus en détail dans le prochain épisode pour comprendre la guerre de Corée. Mais pour la faire courte, en 1910, la Corée a été annexée et colonisée par le Japon jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945 et la capitulation japonaise. La Corée est alors divisée en deux, le nord sous influence soviétique et le sud sous influence américaine. En gros, les communistes contre les capitalistes. Kim Il-sung, le plus célèbre des chefs de la résistance contre les Japonais, est alors présenté comme un héros de la guerre d'indépendance et devient le leader du pays. Pour renforcer sa position, il va imposer un contrôle important des médias et orienter l'éducation autour de ses idées et ses exploits. On parle alors de culte parce qu'il est quasiment élevé au statut de figure divine dans le pays. D'ailleurs, Kim Il-sung est souvent appelé notre père et le calendrier nord-coréen est basé sur sa date de naissance. Le Kim Il-sung, oui. Bah en fait, oui, il a créé littéralement... Par exemple... Bah en fait ça ressemble beaucoup à une secte. En vrai. C'est une secte. Quelque part. T'as pas le choix de la rejoindre par contre quand tu nais là-bas, mais c'est... 2015, la date de mon voyage, correspond à l'an 104 en Corée du Nord.
Ce culte de la personnalité, son fils Kim Jong-il le poursuivra après sa mort en 1994, de même pour son petit-fils Kim Jong-un en 2011. Mais si le culte des leaders est aussi important, c'est aussi parce qu'il est renforcé par un nationalisme énorme des Coréens. Quelque chose qu'on trouve tellement en Corée, parce que petit territoire coincé entre des voisins beaucoup trop envahissants au cours de l'histoire. La colonisation des Japonais puis les attaques des Américains pendant la guerre de Corée accentuent leur patriotisme et l'amour qu'ils ont pour leur patrie. C'est un amour, une adoration, une adulation pour les dirigeants, mais c'est surtout et avant tout une adoration de son pays. Finalement, aimer son pays... c'est donc ça la propagande nesquassienne avec Kim et Basto. T'as tout compris, c'est exactement ça. C'est aussi aimer son leader. D'ailleurs, on pourrait presque parler de vénération religieuse. On peut voir leurs portraits partout dans le pays. Sur des monuments, dans des stades, dans le métro, dans des appartements, au-dessus d'un immeuble, devant un parc, à l'école, et même sur des pins. Il y a aussi les fresques et peintures murales qui sont partout dans le pays. Ça les montre à chaque fois dans des scènes idéalisées de la vie en Corée du Nord. Et quand il fait trop chaud, on place même un... En vrai... Quoi? Ok. La DA et tout, ça me fait quand même pas mal penser à Fallout, je trouve. Même les tableaux et tout, le style. Ils se sont inspirés de Fallout, en fait. Lol. Pins Basto, imagine. Et en vrai, un petit Pins Basto. Basto et Kim dessus. Ça serait tellement stylé. En vrai, ouais, ça serait stylé. Vraiment, on crée en fait un culte de la personnalité de Basto. Ventilateur devant certains portraits. À l'école, ce sentiment patriotique et nationaliste est renforcé dès l'éducation en présentant l'américain comme l'antagoniste suprême. Les jeunes nord-coréens apprennent le sport en tirant un soldat américain, apprennent le théâtre en rejoignant des scènes de combat, et regardent des cartoons qui parlent de la guerre. A noter que des dessins animés pour influencer l'éducation des enfants, ça se fait partout. Aux États-Unis par exemple, le personnage de Popeye qui tirait sa force surhumaine des épinards a permis aux marques de convaincre plein d'enfants d'en manger pour devenir aussi forts que lui. De ce que j'ai vu sur place, les Coréens aiment réellement leur leader. C'est pas du fake. À la mort de Kim Jong-il, en 2011, plusieurs médias avançaient que si les Nord-Coréens ne pleuraient pas la mort de leur leader, ils pouvaient être emprisonnés. C'est peut-être vrai dans certains cas, mais de mon expérience, je pense qu'ils l'ont vécu comme une réelle tragédie. Comme s'ils avaient perdu un membre de leur famille. Avant d'aller au parc d'attractions, on dîne dans le restaurant de l'hôtel. Et comme on est très peu de touristes, on se retrouve tout seul dans la grande salle. Ah bah ça va ça. À 23h, on part pour le Kaesong Youth Park. Et je pense que c'est un des trucs qui va le plus me marquer pendant mon voyage. C'est très con, mais je m'attendais pas à voir des Nord-Coréens heureux. Attends quoi, c'est un parc de nuit, ok stylé. Je m'attendais à découvrir un peuple opprimé, persécuté et malheureux. Et plusieurs fois pendant le voyage, j'ai été surpris de voir des Nord-Coréens rire, se vanner, jouer dans la rue, dans des parcs, danser ou même pique-niquer. J'ai pas toujours filmé dans ces moments-là, mais je vous conseille de regarder le documentaire Pyongyang s'amuse, qui montre une autre facette de la Corée du Nord assez intéressante. Maintenant, attention, ce qu'on voit à Pyongyang... Basto, notre grand leader suprême. J'avoue. Bah, pourquoi il n'y a plus de son? La ville réservée, quand même... Assez... Jouer dans la rue, dans des parcs, danser ou même pique-niquer. Désolé, j'ai eu un petit souci là, j'ai dû refaire un retour en arrière. Du pain et des jeux. Pour conserver le pouvoir. Non mais c'est ça. Ils vivent à Pyongyang. Ouais c'est ça en fait. C'est vrai qu'il faut pas oublier que là, pour le coup, on n'a pas de visu sur la campagne nord-coréenne. On ne sait pas comment ça se passe. Mais côté ville, côté Pyongyang par exemple, on ne sait même pas si c'est... Je pense pas que ce soit fait exprès pour justement montrer que la Corée du Nord, ça va. Peut-être qu'il y a quand même un réel... ça va, un petit ça va, mais... ouais, c'est... J'ai pas toujours filmé dans ces moments-là, mais je vous conseille de regarder le documentaire Pyongyang s'amuse, qui montre une autre facette de la Corée du Nord assez intéressante. Maintenant, attention, ce qu'on voit à Pyongyang ne reflète pas forcément ce qui se passe réellement dans le pays. Bah voilà. Pyongyang, c'est la capitale, c'est la ville réservée quand même à une certaine élite politique, intellectuelle du pays. Parce que ouais, Pyongyang, tout le monde ne peut pas y habiter. Le système de classe en Corée du Nord... système de classe, oui, c'est vrai. Faut pas oublier qu'il y a vraiment un système de classe en Corée du Nord. N'est pas officiel, mais il existe bel et bien. Qu'est-ce que j'ai loupé? Ah, moi j'adule Basto, j'ai un portrait dans ma salle de bain.
Comment c'est un portrait de Bastila, ça devient Quand on y pense, c'est un peu bizarre les infos qu'on a sur la Corée du Nord. On en a plus ou moins au courant de plein de choses sur la politique, les sanctions et tout, mais par contre on ne sait rien sur les campagnes, la vie quotidienne. Non mais c'est vrai, après le souci c'est qu'on a des infos qu'ils veulent bien nous donner, malgré certains petits annonces de bateaux, à part certaines petits trucs qu'on arrive à choper, mais c'est quand même difficile. Mais oui, on connaît en fait tellement peu, mais en même temps pas mal, genre... Le reportage Pyongyang s'amuse, je l'ai pas vu, mais je sais pas ce qui se passe exactement, mais comment on aurait pu, parce que du coup je pense qu'il y a des images où du coup les gens s'amusent tout ça, mais comment on aurait pu avoir ces images-là si t'es contrôlé à H24, tu peux pas tout filmer, pas tout photographier, tu peux pas vraiment faire ce que tu veux. Du coup je comprends pas trop en vrai comment ouais c'est ça. Il est appelé Sangbon et classe les gens en fonction de leur degré de fidélité envers le régime nord-coréen. Il se divise en 3 catégories. Les loyaux, qui regroupent ceux qui sont considérés comme loyaux envers le régime, c'est en général des vétérans de guerre ou des travailleurs du parti et leurs familles. Les hésitants, ceux dont la loyauté est incertaine, cette classe peut inclure des commerçants, des intellectuels ou des personnes avec des liens familiaux avec des Sud-Coréens. Et les hostiles ou non fiables, qui regroupent tous les exclus du régime. Les religieux, dissidents politiques, prisonniers, ceux dont un membre de la famille a déserté la Corée du Nord, ou ceux ayant collaboré avec l'armée japonaise pendant l'occupation jusqu'en 1945. La couche principale, c'est les hésitants, les flottants. Ensuite, tu dois avoir les non fiables et puis après, tu dois avoir les éléments loyaux. Selon le Comité pour les droits de l'homme en Corée du Nord, il existe plusieurs camps de concentration dans le pays pour ceux qui sont considérés comme des ennemis de l'État. Plusieurs centaines de milliers d'opposants seraient morts dans ces camps. Ce système de classe entre les loyaux et les hostiles, il est assez proche de leurs voisins chinois quand Mao Tse-tung triait les individus en Chine en fonction de leur implication pendant la révolution culturelle. D'un côté, il y avait les catégories rouges, les groupes favorisés par le régime communiste, et de l'autre, les catégories noires, les groupes considérés comme ennemis de la révolution. Et pour en revenir au système nord-coréen, il définit surtout la qualité de vie dans... Pour les camps, je crois qu'il y a un docu de Brut sur le sujet. Ah ok, intéressant alors. C'est intéressant. Ok. Bah en vrai, ouais. À voir. Dans le pays. Parce qu'en Corée du Nord, il y a tout un système de distribution publique. C'est le régime qui attribue un logement à ses citoyens et qui distribue la nourriture et les vêtements de base, comme les uniformes. Donc si t'es un élément hostile, il est possible que t'aies moins de bons pour pouvoir acheter à manger ou moins de bons pour pouvoir t'habiller, que t'as un moins bon logement, un moins bon métier, etc., etc. Et ce système, il est héréditaire. Donc là, on prend en compte ton origine familiale sur 3 générations et on regarde ce que t'as fait, enfin en tout cas ce que tes ancêtres ont fait avant, pendant et après la guerre. Et là, t'es classé sur ça. Si ton grand-père il a été collaborateur sous la colonisation japonaise, et ça peut avoir des répercussions sur le système de distribution publique. Mais depuis quelques années, ce système évolue et les critères changent. La corruption étant de plus en plus présente en Corée du Nord, il est possible d'influencer son Sangbun en versant une forte somme d'argent aux inspecteurs chargés de le réévaluer. Aujourd'hui, si par exemple t'es un flottant ou un élément hostile, si aujourd'hui t'as réussi à faire beaucoup d'argent et que depuis t'as réussi à avoir des possibilités financières assez importante. Aujourd'hui, Merci Ping Game, tu cher. C'est cool. Bah écoute, je regarderai après. Enfin, en vrai, ça peut être intéressant de meilleur prod que moi. Ouais, non, mais franchement, là, Célestina. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant. Mais je sais pas si je le ferai en live ou pas. Parce que là, je vois qu'il y a encore cet épisode-là, mais il y en a encore 2 autres, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, c'est intéressant. Pourquoi pas faire peut-être un genre de deuxième live, justement, où en fait, il y aurait tellement de choses à faire, tellement de choses à regarder et à voir sur la Corée du Nord. Tu peux tout acheter, dont notamment un confort de vie un peu plus important, etc., etc. Bref, tout ça pour dire que tu peux avoir une belle vie en Corée du Nord, mais il faut faire partie de l'élite qui habite généralement à Pyongyang. Et si tu respectes pas les règles imposées par le régime, tu peux être banni de la capitale sur ordre du gouvernement. On fait une deuxième partie demain, s'il vous plaît, baby. Yep, t'inquiète, si jamais vous voulez vous renseigner. Ouais, bah c'est cool. Si tu nous conseilles le reportage, pourquoi pas. Après, si tu veux, on peut même le regarder ensemble demain en live, par exemple, tu vois. Si t'es chaud. Ping game. Gouvernement. Voilà, ce petit cours de politique est terminé. On revient sur mon voyage, parce que demain, on va notamment découvrir les corps embaumés des anciens leaders. Ah, ça c'est glauque, chaud frère, c'est bizarre. 6h du matin. On est réveillé par une musique diffusée dans les rues. Ok. Alors, Ping Game, toi qui es du coup le viewer qui est tout le temps là, ça serait quoi ton heure, tu vois, parce que, tu vois. D'ailleurs, je dois faire des petits tests avec Minecraft. Ah ouais, oui, bien sûr.
Oh oui, l'agent de sèche de Kim, c'est dégueulasse. Non mais c'est vrai qu'effectivement, faire un live Minecraft aussi, ça pourrait être très très sympa. Vraiment très très sympa. Oula, j'ai tapé le micro avec mon nez là. J'espère que ça vous a pas un peu défoncé les oreilles. On fait Pyongyang sur Minecraft. Pourquoi pas? En vrai, grâce au jour férié, on peut peut-être envisager du 20h, why not? Trop long, merci. Bah en vrai, oui, si tu veux, puisque effectivement, il y a le jour férié, donc on peut faire ça. Et on peut même faire du coup un live à Minecraft, si tu veux, vendredi. Si tu veux. Voilà, c'était chaud. Non, avant ça, on peut déjà se faire quelques trucs ensemble pour... voilà, déjà, t'as capté. Jeudi Kim 2. Ça marche bien, c'est Jeudi Kim 2. Vas-y, ça marche. Demain à 20h. Donc demain à 20h, on refait du coup la partie 2 de la Corée du Nord. Donc voilà, avec du coup les 2 derniers épisodes de Ludok. Oui, c'est ça, il y en a 2. Oui, encore 2. Il y a encore 2 épisodes de Ludok. Et en plus de ça, bah, du coup, le reportage de Brut, je pense qu'il peut être intéressant. Ouais, le reportage de Brut s'il est sur YouTube, parce que tu as des reportages genre sur Netflix et tout, ça je ne peux pas le diffuser, logique. Je vais faire des tests et je te tiens au courant sur Discord. Bah oui, non mais t'inquiète, hein, pareil, je vais essayer de faire des tests, hein, ça fait des années que je l'ai pas... Enfin, je suis sur le Mac, j'ai jamais vraiment joué. En gros, la suite de ce live, au moins ça fait 2 vidéos pour YouTube. Ouais, c'est ça, oui, au pire, oui. Mais du coup, là, il y aura du coup les 2 là, plus voilà, celle peut-être de Brut, je pense, ça peut être intéressant, ouais. MDR. Mais ouais, t'inquiète pour Minecraft, on verra déjà ensemble. Elle aurait été écrite par Kim Il-sung et est diffusée depuis les haut-parleurs de la gare de Pyongyang, pas loin de notre hôtel. J'ai pas réussi à savoir à quoi elle correspondait, si c'était un réveil ou autre chose. Tout ce que je sais, c'est que depuis 2008, elle est diffusée tous les matins et tous les soirs dans la ville. C'est ultra cringe et horrible, franchement. Elle est tellement malsaine en plus la vidéo, t'as l'impression qu'elle vient... Enfin la musique, t'as l'impression qu'elle vient de très fond du monde, c'est horrible. On va la réécouter. J'ai pas réussi à savoir à quoi elle correspondait, si c'était un réveil ou autre chose. Tout ce que je sais, c'est que depuis 2008, elle est diffusée tous les matins et tous les soirs dans la ville. La queue deck le matin au réveil. Mais je préfère la queue deck, hein, vraiment. Ça c'est horrible. La musique est pourquoi? La musique est pour... je crois qu'elle sonne à 4h ou 5h du mat, je crois tous les matins, je sais plus, mais je crois qu'il vient de le dire en plus. Sauf que... Bah, en fait c'est pour réveiller, je pense, les Nord-Coréens. Enfin je pense, hein, ça me paraît logique. Ah mais c'est clair, c'est horrible comme son. Je peux même pas catégoriser ça comme musique, c'est horrible. T'as l'impression que c'est... Enfin, comment tu peux créer ce bruit? Aujourd'hui, on va visiter le palais du soleil Kumsusan. Et pour y entrer, faut être bien habillé. On nous l'avait précisé dès le début. Niveau vêtements, il est interdit de venir en short, sandales et surtout pas de jeans, sans doute parce qu'ils sont trop associés aux États-Unis et à la culture occidentale. À 9h, on embarque dans le van et je découvre la ville au réveil. Et en fait, Pyongyang, c'est pas une ville fantôme, sombre et effrayante comme on me l'a souvent décrit. Une remarque qu'on m'a souvent faite sur mes photos, c'est que les rues semblaient complètement désertes. En fait, faut se rappeler qu'il y a très peu de touristes en Corée du Nord, donc quand on visite des lieux touristiques, il y a très peu de monde. Si on enlève les touristes de la Tour Eiffel ou de la place de la Concorde par exemple, on aurait aussi ce ressenti de rues désertes. Je pourrais la jouer filou avec des images ultra désaturées bien badantes, mais on va être honnête, sur place, ça ressemble plus à ça. D'ailleurs, si on s'écarte un peu du trajet touristique, on peut voir des rues tout à fait normales. Vers 9h30, on arrive au palais du soleil Kumsusan. À l'origine, il a été construit comme la résidence... Ah bah ça va en fait, la Corée du Nord, tout se passe bien, les gens mangent bien, ils boivent bien, ils s'amusent bien, mais tout va bien. Ça fait maison hantée, ah oui, c'est quand même moins creepy. Ouais, c'est vrai que c'est moins creepy. Après, je pense qu'il y en a aussi des reporters qui jouent aussi sur justement l'effet visuel de la vidéo pour justement accentuer le fait que ce soit malsain et tout, ou bah, pour aussi avoir plus de vues et tout, je pense, même si c'est malsain. Mais oui, je pense que c'est Pyongyang, parce que du coup c'est l'élite, entre guillemets, mais la campagne et les camps, tout ça, ça doit être horrible. Résidence officielle du président Kim Il-sung, mais après sa mort en 1994, le palais a été transformé en mausolée pour lui, et plus tard son fils Kim Jong-il.
Pour cette visite, nos téléphones et appareils photo nous sont confisqués dès l'arrivée. Donc pour la suite, je vais utiliser les photos provenant d'un livre officiel pour illustrer ce qu'on a vu. Une fois la sécurité passée, on nous explique le protocole à suivre. Costume de rigueur, pas de main dans les poches et toujours en file indienne. À l'entrée, on nettoie nos chaussures avec des tapis à brosse. Après avoir traversé un long couloir sur un tapis roulant, on arrive dans la salle des statues de Kim Il-sung et Kim Jong-il. Ensuite, on visite la salle des trophées, pour finir par le clou du spectacle, les chambres funéraires des anciens leaders. Sans doute le moment du voyage où j'étais le moins serein. C'est considéré comme l'endroit le plus sacré de Corée du Nord. Les corps embaumés des 2 anciens leaders sont baignés dans une lumière rouge. Attendez, qui veut de la viande sèche ? Sans doute le moment du voyage où j'étais le moins serein. C'est considéré comme l'endroit le plus sacré de Corée du Nord. Les corps... Ah ouais, je vois. Ah, c'est particulier quand même de voir du coup un corps du coup qui est mort maintenant depuis pas mal d'années. Enfin cette personne et qui est toujours là comme s'il dormait. C'est abusé. Après c'est malsain quand même. Enfin c'est bizarre mais waouh. Ok. Ça fait bizarre quand même en vrai. Waouh. Bah, je vous laisse un peu sur cette image hein, si vous voulez vous faire plaisir. Voilà. Enfin plaisir je veux dire si vous voulez un peu voilà si vous avez faim tout ça. Embaumés des 2 anciens leaders sont... Comme Célestina apparemment qui a faim du coup. Baignés dans une lumière rouge. Chaque groupe doit les saluer 3 fois pendant 3 secondes, devant lui, à sa droite et à sa gauche. Jamais dans son dos. Et c'est assez déstabilisant comme moment, parce qu'autour des sarcophages, une dizaine de militaires te surveillent. La moindre erreur de procédure, le moindre sourire, bref, le moindre manque de respect envers leur leader, et je peux moi aussi finir avec 6 ans de travaux forcés. Ouais. Une fois terminé, on suit nos guides pour passer à la salle suivante. On découvre alors la salle des souvenirs. On peut notamment voir le train personnel des leaders, la dernière voiture que Kim Il-sung a utilisée, ou encore le bateau de Kim Jong-il. On finit par visiter les jardins du palais, et on jette un dernier regard à ce palais immense sans aucune fenêtre. À 11h, on visite la tour du Juche. C'est vraiment tellement malsain en fait la Corée du Nord quelque part dans le sens où les bâtiments sont très glauques, hein, c'est abusé. Leur forme elle est horrible je trouve. C'est vraiment horrible. Il n'y a pas de fenêtre, en plus, je sais pas, tout est fermé. Ça doit être étouffant là-dedans. Et le Juche, en gros, c'est l'idéologie politique créée par Kim Il-sung et centrée sur l'autosuffisance. C'est ce qu'on parlait du coup au début du live. Là, du coup, il va l'expliquer. Et là, à 11h, on visite la tour du Juche. Oui, la tour du Juche. Et le Juche, en gros, c'est l'idéologie politique créée par Kim Il-sung et centrée sur l'autosuffisance et l'indépendance du pays. La tour fait 170 mètres de hauteur et tout en haut, on a une vision à 360 de Pyongyang. Et c'est assez intéressant parce qu'on peut voir les 2 styles d'architecture de la ville. Il y a d'abord celle construite après la guerre de Corée, qui est très influencée par l'architecture soviétique et socialiste. C'est en général des bâtiments assez austères, avec des façades imposantes et symétriques, de grandes colonnes, des frises, des sculptures et des ornements. Les couleurs des immeubles sont en général neutres, en gris, beige ou blanc cassé, mais récemment, beaucoup d'immeubles ont été repeints dans des tons vifs, en rose, jaune, bleu et vert, pour donner, selon les Nord-Coréens, un aspect plus moderne à la ville. J'ai pu voir la différence entre mes photos de 2015 et des photos plus récentes au même endroit. Le deuxième style d'architecture date du début des années 2000, avec notamment l'avenue Ryomong, un quartier surnommé Dubaï pour sa ressemblance avec la ville des Emirates. Ça donne des immeubles plus courbés, avec des designs futuristes et des tours résidentielles élevées. Le but étant pour la Corée du Nord de se positionner comme une nation moderne et avancée. À midi, on va juste en face, sur la place Kim Il-sung, où se déroulent tous les défilés militaires. D'ailleurs, si on regarde le sol, on peut voir les marques qui représentent les placements des militaires. Sur cette place, les guides nous indiquent à chaque fois où on peut prendre une photo. Par exemple, à un moment, j'ai voulu reculer pour faire un plan large de l'esplanade, mais un de mes guides m'a demandé de pas trop m'éloigner sans me donner d'explication. J'ai compris après qu'il voulait pas qu'on voit les câbles électriques accrochés aux lampadaires. Tout doit être parfait pour la photo. Leur façon d'interdire des choses est assez particulière, parce qu'ils le disent toujours avec le sourire, poliment, mais sans vraiment donner d'explication. J'ai pas eu le réflexe de filmer ce moment sur place, mais vous pouvez... Les feux d'artifice, what the fuck. C'est très cool, toutes les couleurs. Carrément, ils laissent les marques MDR. Oui, truc de fou. Non, mais c'est vrai, hein, il y a les marques carrément par terre, c'est abusé. Nous, en France, par exemple, quand il y a des petits événements, c'est la course à pied haute, t'as des petits. Pareil, t'as des marquages et tout, mais ça part au fur et à mesure du temps. Là, je me demande si ça part ou c'est vraiment genre. C'est permanent. Toi, t'es là.
D'accord, Richard, t'es là, toi, tu bouges pas. Tous les ans, il revient, le mec. Non, mais c'est incroyable. Voir un exemple de ce genre de situation dans ce reportage. C'est pareil pour la photo, ça doit être tellement stressant, même pour les personnes qui encadrent la visite. Tous les éléments que tu dois penser, si tu oublies un truc, c'est toi qui vas en payer après les frais. Et moi, je peux aller voir ces maisons? Non, c'est interdit. Même faire une photo depuis la route, je ne peux pas. Ok, ouais, en fait, ils se forcent à rire pour garder une bonne ambiance, ou peut-être pour les caméras, ou j'en sais rien. On voit que tout se passe bien. Mais ouais, je vois. Après le déjeuner, vers 14h30, on part visiter le métro de Pyongyang. Les escalators pour le prendre sont parmi les plus profonds du monde. Ils descendent jusqu'à 110 mètres de profondeur, ce qui permet aux stations de servir d'abri anti-bombe en cas d'attaque. En bas, en attendant le métro, les Nord-Coréens peuvent lire le journal des travailleurs sur les quais. Depuis 1996, les rames de métro proviennent d'Allemagne. La Corée du Nord rachète en fait d'anciens wagons de Berlin et les remet ensuite aux couleurs locales. Si vous regardez bien, on peut encore voir des graffitis. Ah, j'aime bien les trains. Le journal des travailleurs sur les quais. Ça fait peur la réaction du guide. Non mais clairement, tu sens que... Genre lui, s'il fait une moindre erreur, il peut mourir quoi. Je me demande ce qu'ils pensent les Nord-Coréens. Genre, est-ce que pour eux c'est normal de vivre comme ça? Ils doivent pas oser critiquer et tout. Bon, en fait, ils osent pas, il faut rien. Je pense, après, ça dépend si la classe sociale du coup que tu as, parce qu'il y en a du coup qui sont flottants, comme ce qu'elle disait la dame. Donc du coup, ils savent peut-être que c'est pas normal, mais le souci c'est que vu qu'ils ont pas internet, à part l'élite de l'élite, mais bon, ça voilà, c'est différent. Mais vu que la plupart n'ont pas internet, bah ils savent pas comment ça se passe dans les autres pays, à part sur des journaux ou alors sur des catalogues, des trucs comme ça, où du coup les États-Unis c'est les grands méchants, les Corées du Sud pareil, enfin tu vois des trucs comme ça. Mais sinon ils ont rien d'autre. Ils savent même pas vraiment, je pense même pas que même géographiquement ils savent placer les pays, ça se trouve. Je pense que ouais, je sais pas. Depuis 1996, les rames vraiment très sympa de métro proviennent d'Allemagne. Enfin je veux dire le train. Attention le tram. Corée du Nord rachète en fait le métro du coup d'anciens wagons de Berlin et les remet ensuite au... Ah ouais, la différence tu vois. Waouh. Ah ouais, c'est tellement d'un coup plus lugubre, triste. Après, est-ce que la photo a été retouchée pour avoir cet effet un peu plus justement lugubre, malsain? T'as l'impression qu'il y a un fléau là qui va sortir de nulle part, tellement que le truc est ignoble. C'est vintage. Ah oui, bah c'est vintage, hein, ça c'est clair, c'est très vintage. Ça, c'est vintage. Ça, c'est malsain. C'est abusé. Couleur locale. Si vous regardez bien, on peut encore voir des graffitis allemands sur certaines vitres. Un métro arrive, on monte dedans, la sonnerie résonne, mais le métro ne démarre pas. À côté, un touriste d'un autre groupe s'est trompé et est monté dans un autre wagon. Les militaires lui demandent de nous rejoindre. On se retrouve juste entre touristes, avec nos guides et des militaires. Et on va juste faire 2 stations, sans doute les plus belles de la ville. Il y en a au total une quinzaine, mais on va pas avoir le temps de toutes les visiter. Vers 15h, on remonte. Une fois en haut, on nous annonce qu'on part pour la frontière et qu'on doit signer une petite décharge au cas où on serait blessé ou tué par des ennemis. Okay. Bonne ambiance. Dans la 3e et dernière partie du voyage, je vais vous raconter la traversée du pays pour rejoindre Kaesong à la frontière de la Corée du Sud, une des frontières les plus dangereuses au monde. Donc oublie pas de t'abonner pour la suite. Ah, bah c'est fini. Du coup, on aura la suite demain, dans la partie 2 du live, justement, de la Corée du Nord. Incroyable. Ouais, franchement, c'était incroyable. Ce live était... Enfin, ces reportages-là, ces vidéos étaient très intéressantes. Énorme. Ouais, très sympa, en vrai. J'ai bien aimé, perso. C'était vraiment cool. Du coup, demain, il y a la partie 2. Donc, il y a les 2 derniers épisodes de notre cher ami Ludoc. Tuk Tuk. Voilà. Donc, il y a... épisode final et je suis banni de la Corée, enfin de Corée du Nord, sauf que là c'est écrit épisode 1, 2, du coup 3 je pense, ah bah non, ouais écoutez, je sais pas trop comment ça, je sais pas trop comment il a comment il a mis ça, mais on verra ça demain.
Enfin, moi, je vais déjà tout mettre comme là. Hein. Clac, clac, clac. Et voilà. J'ai trop hâte de faire la suite. Very interesting. Oui, très intéressant. C'est vrai que c'était intéressant, en vrai. Franchement. J'ai trop hâte de faire la suite. Oui. Moi aussi, j'ai hâte de faire la suite, en vrai. Très, très hâte. Tac. Juste me mettre en bloc, comme ça. Salut la Nesque. Célestina qui vient faire un petit bonsoir. Tac. Merci tout le monde en tout cas d'être passé sur le live. Merci Ping Game. Toujours là. Tu viens vers la fin habituellement, ou la moitié, mais t'es toujours là. Je t'embête. Hein. Oh, coucou la prod. Oui, bah du coup la prod, c'est ça. Bah ouais, c'était la prod, mais j'étais pas très bonne ce soir. J'ai oublié plein de choses. Bon, bah voilà, merci tout le monde. Écoutez, moi je vous dis à demain du coup pour le live, pour la partie 2 sur la Corée du Nord. Je vais tout de suite aller chercher du coup le lien Discord que tu nous as envoyé, Ping Game, pour voir du coup si on peut aussi faire ça demain soir. Ça peut être intéressant. Voir peut-être s'il y a encore d'autres petits reportages ou autres. En tout cas, la suite a l'air vraiment banger. C'est complètement ok. Tu fais déjà un taf de fou. Non mais c'est clair. C'est clair. On l'embête bien sûr. MDR, merci. Yay. Allez, au revoir Ping Game, au revoir tout le monde. Bonne soirée, ciao. Et toi, jeune éléphanteau de mer, si tu as aimé la vidéo, alors abonne-toi. Je suis un autoritaire, la Nesque c'est devenu l'axe. La com c'est devenu hard, surtout depuis Chandor. On a promis un champ, on aura le château de Chambord.